Assis sur le sol de la chambre, le monde autour de moi semblait s'estomper. Dire que j'étais épuisé serait un euphémisme. Jusqu'au début de cette semaine, je n'avais jamais imaginé que je serais ici, à ce moment précis, en train de faire ce que j'envisageais. Je pouvais sentir la texture du tapis sous mes mains. Il y a quelques années, Sarah et moi avions dépensé une somme considérable pour rénover notre chambre dans notre maison de Highlands Ranch. Nous avions installé de beaux parquets en bois massif avec un magnifique tapis en laine. Maintenant, tout était ruiné. Je fermais les yeux et secouais la tête, essayant de dissiper le brouillard qui s'était installé dans mes pensées. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pensais-je, je vaux mieux que ça. Ouvrant les yeux, je regardais le lit king size avec son cadre en bois. Quand je clignais des yeux, une vision de Sarah apparut devant moi. Je frissonnais, sachant que cela n'arriverait plus jamais. Les événements échappaient à mon contrôle. Mon regard tomba sur la bouteille de whisky à moitié vide et la boîte de pilules vide sur la table de chevet. L'odeur d'alcool emplissait la pièce. Je ris amèrement et haussai les épaules, mais la panique me saisit immédiatement en pensant aux lettres. Je tournai rapidement la tête. Elles étaient toujours là, mon écriture sur chaque enveloppe, posée en sécurité sur la table de chevet, et non sur le matelas où un liquide renversé aurait pu les détruire. Il y avait toujours le risque que la mauvaise personne trouve mes lettres, mais je rejetais cette pensée. La partie rationnelle de mon esprit savait que je ne serais plus là pour m'en soucier. Je toussais, me sentant nauséeux, mais luttant contre l'envie. Les yeux de nouveau fermés, je me demandais pourquoi cela devait se passer ainsi. Pourquoi devais-je réagir de cette manière? Bien sûr, il y avait des gens qui me manqueraient, bien que je doutasse qu'ils me regrettent. Ma fille Emma me haïrait d'avoir mis fin aux choses de cette façon, mais je croyais qu'elle me haïssait déjà. Elle m'avait rejeté avec dégoût la semaine dernière, et je ne pouvais plus supporter la douleur. Il y a une semaine, l'homme que j'étais aurait lutté contre ce qui allait se passer la semaine suivante. Mais je n'étais plus cet homme. J'étais brisé, indésirable, méprisé, et je ne voyais pas d'autre option que de leur donner à tous ce qu'ils semblaient vouloir. Je fermais les yeux et grimaçais de douleur. Mais grâce aux pilules et au whisky, c'était une douleur sourde plutôt qu'une vive agonie. Alors que je sombrais dans l'inconscience, ma vie ne défila pas devant mes yeux. Il n'y avait pas de tunnel de lumière ni d'escalier sinistre. J'étais quelque peu surpris. Je suppose que j'avais attendu quelque chose. Je savais que j'étais à quelques instants de la fin. Je ressentis de l'effroi alors que mes pensées devenaient de plus en plus incohérentes. Mon cerveau luttait pour s'accrocher à la vie même si je ne pouvais plus arrêter ce qui semblait inévitable. Je me sentais stupide maintenant. Dans un dernier effort pour assimiler ma stupidité, j'essayais de bouger mais me sentis tomber au sol, sans plus aucune force. Alors que l'obscurité me consumait enfin. Une semaine plus tôt, je riais joyeusement en faisant tournoyer ma fille Emma dans notre maison de banlieue à Denver. Elle avait 19 ans et la nuit dernière, son petit ami Tyler l'avait demandée en mariage. Bien sûr, je savais que cela allait arriver. Il m'avait approché en privé pour me demander ma bénédiction. J'avais dit oui sans hésiter. Emma et Tyler sortaient ensemble depuis l'âge de 15 ans, depuis le lycée, et je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de week-ends qu'ils n'avaient pas passés ensemble depuis qu'ils se fréquentaient. Emma nous avait parlé de la demande en mariage, à ma femme Sarah et à moi. Tyler l'avait envoyée à une chasse au trésor dans tout Denver, la conduisant finalement à Washington Park où il l'avait demandée en mariage sous les grands arbres près des jardins. Je l'avais serrée dans mes bras et l'avais fait tournoyer comme si elle avait 5 ans quand ils nous l'ont annoncé le lendemain matin dans notre cuisine. J'étais si heureux pour eux. Même s'ils étaient jeunes, je savais que leur amour était fort. Si un jeune couple de nos jours pouvait réussir, je croyais que ces deux-là le pouvaient. Je pris la main de ma fille et souris en regardant la bague de fiançailles. Elle est magnifique. Tyler, tu as fait un excellent travail en la choisissant. Ma femme Sarah laissa échapper un petit rire depuis sa position au comptoir de la cuisine. À 42 ans, Sarah était toujours une belle femme à mes yeux. Elle était brune, avait de chauds yeux bruns et un teint que beaucoup de femmes enviaient. Nous nous tournâmes tous pour la regarder alors qu'elle répondait à mon compliment avec un amusement évident. Vous devriez me remercier, dit ma femme en levant son verre de vin. Vous avez peut-être donné votre bénédiction. Mais c'est moi. Qui ai aidé Tyler à la choisir? J'étais choqué et remarquai que Tyler rougissait profondément. Maman, c'était inapproprié, dit Emma, puis elle se tourna vers son fiancé. Ce n'est pas grave, chérie. Je l'adore.
Et je sais que tu as pris la décision finale. Rien de plus ne fut dit, mais je devais admettre que je me sentais mal à l'aise avec le commentaire de Sarah. En toutes ces années passées ensemble, je n'avais jamais vu ma femme dire quelque chose d'aussi irrespectueux et inhabituel au point d'embarrasser tout le monde dans la pièce. Avec le recul, je réalisais que Sarah avait agi étrangement au cours des derniers mois. Je ne pouvais rien identifier de précis, mais il y avait de petites choses, des commentaires et des actions qui ne ressemblaient pas à la femme naturellement aimante que je connaissais. Le dîner fut festif, et nous continuâmes à porter des toasts et à célébrer les fiançailles. Finalement, Emma et Tyler partirent après le dessert. Un crumble aux pommes avec de la glace à la vanille que j'avais préparé la veille. Ils avaient un petit appartement d'une chambre qu'ils avaient loué avec notre aide pendant qu'ils fréquentaient l'université du Colorado et construisaient leur carrière. Je ne dis rien cette nuit-là quand Sarah et moi allâmes nous coucher. Mais je dois admettre que ce commentaire inapproprié ne me quitta jamais l'esprit. Le dimanche matin, Sarah et moi nous sommes réveillés lentement, sans vraiment penser à la veille. Nous sommes devenus intimes. Mais alors, elle s'éloigna brusquement de moi, se dirigeant vers la salle de bain et me laissant là, stupéfait et inachevé. « Sarah » appelai-je. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va pas » répondit-elle d'un ton légèrement agacé depuis la salle de bain. « Puis-je faire quelque chose pour toi » demandai-je. Une minute s'écoula avant que j'entende sa réponse. « Je suis déjà en train de me laver. » Il me fallut environ une demi-heure pour rassembler mes pensées. J'étais si choqué. Je pris une douche et quand j'arrivai dans la cuisine, Sarah était partie. Elle avait juste laissé une note disant qu'elle faisait des courses. Soudain, j'étais en colère. Pendant toutes les années que j'avais connu Sarah, elle ne m'avait jamais manqué de respect autant que ce matin-là. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec ma femme. Je me fis un café et ne cessais de revenir à la même pensée. Me trompait-elle ? Je finissais mon café, méditant sur cette question, quand je reçus un appel de David, l'un de mes plus proches amis. « Salut, Mike, quoi de neuf » dit-il joyeusement. Je répondis avec rien de plus que le salut habituel. « Mike, mon pote, qu'est-ce qui se passe ?»« Quelque chose ne va pas » dit David. Je passai les 10 minutes suivantes à expliquer mes pensées à David. David ricana. « Mon pote, si elle te trompe, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Le divorce, c'est du 50-50e et elle ne travaille pas, alors elle va te plumer, dit-il. Ça n'aide pas, répondis-je, un peu agacé par son attitude. Je n'essayais pas d'aider. J'essayais d'être réaliste, dit un David très peu compatissant. Écoute, pourquoi ne pas nous asseoir et en parler demain au travail? Nous devons finir le rapport technique Morrison. Nous pourrons en discuter après. Ça marche, répondis-je sans grand enthousiasme. David n'était pas seulement un bon ami à moi, mais nous travaillions aussi pour la même entreprise, Rocky Mountain Engineering Solutions. J'étais l'ingénieur principal et il était le chef de projet. Au fil des ans, nous avions développé une bonne relation de travail. Je créais les solutions techniques et il gérait les budgets et les plannings. D'une manière ou d'une autre, j'ai passé le dimanche. Sarah est rentrée à la maison, mais il était presque minuit quand elle s'est couchée. Elle ne dit rien même si elle savait que j'étais éveillé. Le lendemain, Sarah essaya d'être affectueuse. « Ça n'arrivera pas, Sarah, dis-je. Lève-toi du lit. »« Tu dis non, répondit-elle, me regardant avec incrédulité. Je la fixai, puis commençai à enfiler mon costume pour la journée. Je ne serai pas intime avec toi après ton manque de respect d'hier matin. Je jure que si tu me trompes, je m'interrompis, n'ayant aucune idée de comment finir la pensée. Tu vas faire quoi, Michael, dit-elle avec un petit rire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Un léger sourire apparut sur son visage lorsqu'elle prononça mon nom complet. Il s'adoucit un peu, mais ne disparut pas complètement. Écoute, reviens au lit. J'ai besoin de soulagement et je suis sûr que toi aussi. Elle essaya de me convaincre. Je secouai la tête. Qui diable est cette femme? Non, tu ne peux pas, Sarah. Je ne pense pas que tu réalises le mépris absolu que tu me montres. Eh bien, va te faire voir alors, dit-elle. Je secouai la tête et quittai la pièce. Pour la première fois en 20 ans de mariage, j'étais dégoûté par ma femme. Au bureau ce matin-là, j'étais histou chamboulé. Mon assistante, Jessica, me regarda avec inquiétude. « Mike, ça va? Tu as l'air mal en point, dit-elle,
des plis d'inquiétude marquant son front. Jessica Carter était mon assistante au travail depuis 10 ans. Elle aimait dire qu'elle avait été embauchée par charité. Lorsque Jessica a rejoint l'entreprise, elle fuyait une relation abusive. Après la rupture, quand Jessica a dû quitter son domicile, elle s'est présentée à son entretien d'embauche avec un œil au beurre noir. Postulant désespérément pour le poste d'assistante administrative, à l'exception de l'œil au beurre noir lors de l'entretien, qui a rapidement guéri, Jessica était parfaitement adaptée au poste. Elle s'habillait professionnellement, et il était difficile de cacher le fait qu'elle était d'une beauté époustouflante. Jessica était très intelligente, comprenait facilement presque tout ce que nous faisions et avait l'esprit vif. Le propriétaire de la firme l'avait embauchée, mais me l'avait assignée, pensant que Jessica serait capable de suivre mes projets d'ingénierie. Je respectais Jessica parce qu'elle se souciait sincèrement de tout le monde autour d'elle et avait un code moral absolu. Elle vous traitait amicalement jusqu'à ce que vous la contrariez. Ensuite, c'était fini pour vous. Des gens avaient été renvoyés de l'entreprise parce qu'ils l'avaient contrariée ou pensaient qu'elle n'était qu'un joli visage de plus, pour découvrir que sa colère ne devait pas être sous-estimée. Je regardais Jessica, décidant quoi dire à propos de la situation avec Sarah. Finalement, je soupirai et lui racontai la vérité. Jessica fronça les sourcils quand je commençai l'histoire, mais à la fin, une rougeur de colère lui monta au cou. Après l'histoire, je baissai un peu la tête, déprimé à l'idée que ma femme me trompait probablement. Je ne sais pas quoi faire, Jess. Si elle me trompe, je ne m'y attendais pas, dis-je tristement. Soudain, je sentis la main de Jessica sur mon épaule. En toutes ces années passées ensemble, je pouvais compter notre contact physique sur les doigts des deux mains. Je levai la tête et plongeai mon regard dans des yeux compatissants. Eh bien, dit Jessica, d'abord, tu dois te tirer de la réunion Morrison. J'ai reçu l'ordre du jour il y a quelques minutes, et des questions sont soulevées concernant le béton et la tuyauterie utilisés dans la construction. Je me sentis revenir à l'instant présent. Quoi? Pourquoi est-ce la première fois que j'entends parler de ça? David ne m'a rien dit, répondis-je. Les rouages se mirent en marche dans ma tête concernant les plans structurels et les quantités que j'avais calculées. Jessica sembla préoccupée. Je ne sais pas pourquoi rien n'a été mentionné, Mike. Je viens de revoir l'ordre du jour et avant que nous ayons eu le temps d'y penser, David jeta un coup d'œil dans mon bureau. Tu es prêt, mon pote, demanda-t-il, me regardant avec un sourire. David, c'est quoi tous ces problèmes avec le béton et la tuyauterie du projet Morrison, demandai-je doucement, essayant de me préparer à la prochaine réunion. Point. Il a écarté la question d'un revers de main. Ne t'inquiète pas, nous allons tout régler, David. Tu sais, j'aime comprendre ces choses avant de rencontrer un client. J'ai dit, c'est bon, mon pote. Nous allons trouver une solution, a dit David d'un ton plutôt dédaigneux. La réunion était une embuscade. Nous sommes entrés et les propriétaires de Morrison Tech étaient déjà là. Je les avais rencontrés plusieurs fois et ils avaient toujours été amicaux. Cependant, quand j'ai expliqué l'avancement de notre projet, ils ont froncé les sourcils, leurs expressions s'assombrissant à mesure que je parlais. Qu'en est-il des dépassements de coûts pour le béton et les tuyaux dans la section nord-est, demanda James, l'actionnaire majoritaire et PDG. J'ai regardé David. Il a haussé les épaules, ne disant rien. Tout le monde me regardait. Je vais devoir vérifier car je n'ai rien entendu concernant des dépassements de coûts. Cependant, selon les rapports de la semaine dernière, tout était dans les paramètres normaux, ai-je répondu. Le froncement de sourcils de James s'accentua. Ce n'est pas possible. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai signé des rapports de dépenses au cours des 3 derniers mois, totalisant plus de 200 000 $ pour du béton et des tuyaux supplémentaires, dit James, me regardant droit dans les yeux. Je le fixai, ne sachant que répondre. Je regardai David de nouveau. Son visage était impénétrable, mais il sortit un dossier et se leva. Messieurs, si vous nous laissez jeter un coup d'œil à cela. Je suis sûr que nous pourrons éclaircir la situation, dit-il, puis il me regarda. Mike, sortons un instant et réglons ça. J'ai suivi David à travers le couloir jusqu'à une autre pièce où notre patron, Robert, nous attendait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, demanda Robert alors que nous nous asseyions. David se leva d'un bond. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il tendit le dossier à Robert. Ils ont posé des questions sur les matériaux manquants, comme nous le soupçonnions, répondit David. Robert me regarda et pour la première fois en toutes les années que j'avais travaillé pour lui,
je vis de la colère dans ses yeux dirigés vers moi. « Que dis-tu, Michael ?» Le vieil homme me siffla presque. J'étais choqué par l'intensité de son ton et le regard hostile qu'il me lança. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur. J'ai reçu des rapports la semaine dernière indiquant que tout était en ordre. Aucun matériel supplémentaire n'était requis et je n'ai aucune idée de ces réquisitions signées. Je ne les ai certainement pas approuvées, répondis-je au superviseur visiblement en colère, sentant que la situation dégénérait. Il me regarda d'un air critique un instant et ouvrit le dossier que David lui avait donné. « Alors, c'est l'histoire à laquelle tu t'en tiens, dit Robert d'un ton sec. »« Monsieur, demandai-je, confus. Puis je regardai David. Il affichait une expression sérieuse. « Michael, j'ai ici des réquisitions pour 200 000 $. J'ai un problème avec le fait que des paiements aient été effectués sur un compte bancaire qui se trouve être à ton nom. Sérieusement, Michael, c'est comme ça que tu me traites après toutes ces années ?» Robert était presque en train de me crier dessus. La réunion se termina après cela. Robert et David m'ont tous deux accusé tour à tour de ce qu'ils prétendaient que j'avais fait. Aucun des deux ne voulait entendre parler de mon innocence. Puis ils ont fait venir un représentant des ressources humaines et j'ai été licencié pour fraude. Robert m'a dit qu'il transmettrait l'affaire à la police. Et pour aggraver les choses, Jessica serait également licenciée car elle devait être impliquée en travaillant si étroitement avec moi. Alors que j'étais escorté hors du bâtiment avec mes effets personnels, j'ai vu David sourire en coin quand il pensait que je ne regardais pas. J'ai aperçu Jessica sur le parking. La sécurité nous surveillait pour s'assurer que nous n'essayions pas de rentrer. Elle avait l'air stupéfaite et pleurait en se tenant près de sa voiture. « Jess, ça va ?» demandai-je. Elle se tourna brusquement vers moi. « Espèce de salaud, Michael. 200 000 $ de fraude. Comment as-tu pu ? Je t'ai fait confiance et tu m'as enlevé mon travail, » hurla la femme désemparée. « Jess, ce n'était pas moi, plaidai-je. Ce n'était pas toi. » Elle marqua une pause, un grognement apparaissant sur son visage. Avant qu'il ne me pousse dehors, David m'a montré les réquisitions signées. J'ai vu ta signature. Et je connais ton écriture. Comment as-tu pu ? Elle me regarda de nouveau. Je remarquai la haine dans ses yeux, dirigée uniquement vers moi. Elle ne voulait pas entendre que je n'avais rien à voir avec ça. Et je suppose que cette histoire émouvante à propos de Sarah qui te trompait était aussi un mensonge pour que je te plaigne. Sérieusement, tu penses que je ne vois pas la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne suis pas là. Une fois de plus, le regard de pure colère me prit au dépourvu. Je te déteste, cracha-t-elle. Tu as détruit toutes les chances que j'avais de trouver un nouveau travail. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que je t'ai plaint. Tu mens, tu triches et tu voles, et ensuite tu oses me demander ce que je ressens. Lâche-moi, Mike. En toutes ces années que nous avions passées ensemble, je ne l'avais jamais entendu jurer. En entendant ces mots de nouveau, j'étais choqué. Mais avant que je puisse dire ou faire quoi que ce soit, elle me gifla violemment. Tu as ruiné ma carrière. Je ne peux pas obtenir de recommandation. Et pire encore, je suis sali par ta fraude. J'espère que ça en valait la peine. Je restai abasourdi, ma joue me faisant mal à cause de sa gifle puissante. Jessica me fixa un instant de plus avant de monter dans sa voiture et de partir sans un mot de plus. Ne sachant plus quoi faire, je rentrai chez moi et me garai dans l'allée. À l'intérieur, Sarah m'attendait. Alors, le mari infidèle rentre la queue entre les jambes. Pathétique. Elle a dit cela. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais les jours suivants, j'ai remarqué que Sarah avait l'air heureuse. Pas fâchée ou inquiète, mais sincèrement heureuse. Qu'est-ce qui se passe, Sarah ? Je n'ai rien fait de tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, dis-je, déprimé, confus et me sentant au bord de la rupture. Elle sourit. Quelle différence cela fait-il, Mike ? Je te dis maintenant que j'en ai fini avec toi. Un regard si méprisant. Je n'en avais jamais vu auparavant. Enfin, à part le regard de Jessica plus tôt. On frappa à la porte. C'est pour toi, dit-elle, me fusillant toujours du regard. Sans hésitation, j'ouvris la porte à un homme en costume. Monsieur Michael Harrison. Demanda-t-il. Je hochai la tête. Vous avez été signifié, dit-il, me tendant une épaisse enveloppe. Et s'en allant.
J'ai regardé dans l'enveloppe et j'en ai sorti des papiers de divorce. Divorce, Sarah, dis-je, sentant mon monde se briser un peu plus. Sarah sentit la misère grandissante en moi et rit de ma douleur. Tu es un tel idiot ignorant, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est un divorce. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je vois quelqu'un depuis 6 mois. Il m'emmène dans des endroits où tu ne m'emmènes pas. Il est intéressant, et bien sûr, il a une somme d'argent décente. Elle me regarda comme on regarde quelque chose que l'on gratterait de sa chaussure. Quant à toi, tu n'as plus de travail, plus de famille, plus d'amis, et n'oublions pas que tu finiras probablement en prison pour fraude avant la fin du mois. Elle me jeta un bref regard, et il y avait une expression de plaisir sadique dans ses yeux. J'avais remarqué ce regard de plus en plus souvent ces derniers mois. Je ne comprenais pas pourquoi je ne le voyais clairement que maintenant. Tu es pathétique, Mike. Mon nouvel homme n'est pas plus riche, mais il fait pour moi des choses que tu n'as jamais faites. Alors, tu admets que tu es une infidèle, dis-je, la colère s'infiltrant dans ma voix. Alors, hier et aujourd'hui, tu ne faisais que jouer et tu ne te souciais pas du tout de moi. Sarah rit. Oui, tout n'était que pour mon amusement. Je méritais tout ça. N'as-tu pas remarqué que tout tournait toujours autour de moi? Elle me regarda et un instant je crus voir une lueur de tristesse dans ses yeux. Nous avons eu beaucoup de bonnes années ensemble. Le regard passa et la froideur réapparut. Mais tu es fini, Mike, et je passe à autre chose. Sarah se pencha vers moi alors que mon monde continuait de s'effondrer. Écoute, Mike, facilite-moi la tâche. Je demande la maison et la plupart des biens parce que tu seras en prison. Alors signe les papiers. Je serai généreuse et te donnerai une semaine pour faire tes affaires et déménager, mais d'ici la semaine prochaine, quitte cette maison où j'ajouterai une ordonnance restrictive à tout le reste. Alors, tu restes avec ton amant, demandai-je, ressentant le poids de ce qui se passait, la trahison de mon ancien travail, et maintenant de ma femme. Elle rit de nouveau. Bien sûr, son appartement est beaucoup plus petit, c'est pourquoi nous allons louer cet endroit une fois que tu seras en prison. Mais ne t'avise pas de me harceler ou j'appellerai la police et te ferai arrêter pour harcèlement. Tu risques déjà la prison. N'aggrave pas ton cas. Je tirai une chaise et m'assis. Dévasté et rejeté. Sarah fit quelques pas vers moi, puis remarqua l'empreinte rouge que Jessica avait laissée sur ma joue plus tôt. Elle regarda ma joue rouge et sourit. Eh bien, au moins elle a été virée aussi. Va mourir dans un trou, Michael. Sur ces mots, Sarah partit. Je ne fis rien le reste de la journée. Je n'ai même pas pris un verre. Le lendemain, je ne savais pas non plus quoi faire. J'attendais quelque chose. J'ai essayé d'appeler Emma, mais ça tombait toujours sur la messagerie. Après environ le 20e coup de fil, elle décrocha. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix dure de ma fille se fit entendre. « Emma, je... » Commençai-je. « Laisse tomber, papa, » m'interrompit Emma. Son ton était dur, presque sarcastique. « Maman m'a parlé de tes infidélités, de tes mensonges, de ton aventure avec ton assistante. Sérieusement, tromper maman et voler 200 000 $. Tu as ruiné la vie de beaucoup de gens. Et je peux te dire que je n'ai jamais été aussi déçu par quelqu'un de toute ma vie. » Je ne savais pas quoi dire. Un instant, rien ne se passa entre nous. Mais au moment où j'allais reprendre mon souffle et me défendre, Emma m'interrompit de nouveau. « Écoute, je vais être direct, » déclara Emma avec véhémence au téléphone. « Tyler et moi ne voulons rien avoir à faire avec toi. Tu étais aux nouvelles hier soir. Ils ont dit que la police enquêtait sur toi. Puis maman a appelé et m'a tout raconté. Va en prison, papa. Fais ta peine et reste loin de nous. Je ne suis pas fier de dire ça, mais si tu n'es pas en prison quand nous nous marierons, ne viens pas. Je ne veux pas d'un homme à mes côtés le jour le plus heureux de ma vie qui a détruit notre famille comme ça. Je trouverai quelqu'un d'autre pour me conduire à l'hôtel. Je ne dis rien. Les larmes coulaient sur mon visage. Papa, tu m'écoutes? Tu te rends compte à quel point tu as tout gâché? Je ne dis rien, mais elle entendit mes sanglots discrets. Au revoir, papa. À partir de maintenant, tu es mort pour moi. N'essaie plus jamais de me contacter. Et je dis bien jamais. Sans un mot de plus, elle raccrocha. Sur ces mots, je tombai par terre et pleurai. 2 jours plus tard, la police se présenta à ma porte, m'arrêta et m'emmena pour interrogatoire.
Les détectives qui m'ont arrêté ne se sont pas souciés de demander si je l'avais fait. Au lieu de cela, ils n'arrêtaient pas de me poser des questions sur l'endroit où j'avais caché l'argent, qui était mes partenaires, et depuis combien de temps je fraudais mon ancien lieu de travail. Finalement, ils me relâchèrent, me renvoyant chez moi, mais me disant de ne pas quitter la ville car j'étais attendu au tribunal la semaine suivante. Je suis entré dans ma maison, regardant tout autour de moi. Les photos de Sarah, Emma et moi sur les murs, les œuvres d'art que nous avions achetées, les trophées qu'Emma avait ramenés à la maison au fil des ans pour ses réalisations sportives au lycée. Tant de souvenirs et de bons moments semblaient maintenant vides et insignifiants. La semaine passée s'était déroulée comme un flou. Au fond de moi, je savais qu'il me manquait quelque chose dans toute cette situation. Je savais que je ne reliais pas les points évidents, mais à part ma certitude d'innocence, je n'avais aucune idée. Ma femme m'avait quitté. Ma fille m'avait renié. J'avais été licencié de mon travail. Mon assistante me blâmait. Même un ami proche me traitait comme une ordure et ne se souciait pas de me donner de nouvelles. Les rares appels auxquels j'ai répondu venaient d'anciens amis exprimant leur déception à mon égard. Le scénario se répétait encore et encore et ils me demandaient de ne plus jamais les contacter. J'étais toxique. Le simple fait d'être à proxy. Il m'était inacceptable d'entrer dans la chambre, vaincu et sans la moindre idée de ce que je devais faire ensuite. En tant qu'ingénieur, j'étais un résolveur de problèmes, mais je ne savais pas quel problème je devais résoudre maintenant. Après avoir pris une douche, je suis descendu et me suis fait un sandwich avec du pain rassis et de la confiture. Le goût de carton ne faisait qu'aggraver le sentiment de ma vie misérable. J'aurais probablement surmonté tout cela si Emma ne m'avait pas rayé de sa vie. Je fixai la table devant moi. Il y avait une bouteille de somnifère que Sarah avait utilisée et une bouteille de whisky non ouverte. Pour la première fois de ma vie, une pensée sombre me traversa l'esprit, ce qui se passerait si je buvais le whisky et prenais les pilules. Je secouai la tête. Ce n'était pas une solution. J'avais juste besoin de temps. Le lendemain, tôt le matin, je reçus une autre convocation. Cette fois, c'était une ordonnance d'éloignement m'interdisant d'approcher Sarah, Emma, Tyler ou David à moins de 100 yards, et stipulant que je devais quitter la maison le lundi suivant. Malgré mon sentiment d'impuissance grandissant, mon attention fut attirée par le fait que l'ordonnance d'éloignement incluait David. Quand je lui avais envoyé ce message texte furieux la veille au soir, le menaçant, j'avais dû déclencher cette réaction légale. Quelque chose a finalement fait sens concernant son implication. Saisi par la rage et ce qui ressemblait à une plaie ouverte dans mon âme, je lui avais envoyé un message texte, espèce de maudit salaud. Tout est de ta faute. Je vais te trouver et te faire payer. Te prétendre un ami. Je vais te détruire. Je n'obtins aucune réponse. Mais une demi-heure plus tard, les deux mêmes détectives qui m'avaient arrêté sont venus et m'ont réprimandé pour avoir violé l'ordonnance d'éloignement en contactant David. Ils n'étaient pas intéressés par mon explication. Ils ne voulaient pas entendre mon histoire. Ils voulaient juste me mettre en prison parce qu'à leurs yeux, j'étais le méchant. Ils savaient que je devais être hors de la maison avant dimanche et ils ont dit que je serais déféré le lundi. Ils ont mentionné qu'une voiture avec un détective serait garée de l'autre côté de la rue et me suivrait pendant les 24 heures suivantes. On m'a exhorté à ne pas quitter la maison et à simplement faire mes bagages. De retour à la maison, après les adieux frustrants aux deux détectives, j'ai été tenté d'ouvrir la bouteille de whisky. 3 verres en 10 minutes. Je noyai mon chagrin et je sortis 3 feuilles de papier. Décidé à écrire des mots à Sarah, Emma et Jessica. À Sarah, j'ai écrit que j'étais déçu par elle. J'ai écrit à quel point elle était une personne perfide et que j'espérais qu'à sa mort, elle souffrirait pour ce qu'elle m'avait fait. J'ai exprimé ma colère avec chaque mot dur auquel je pouvais penser, puis je l'ai plié et mise dans une enveloppe. À Emma, j'ai écrit ma tristesse et ma déception qu'elle n'ait même pas demandé si j'avais fait ce dont j'étais accusé. Je lui ai dit que je n'avais jamais fait aucune des choses dont j'étais accusé, que je n'avais jamais trompé sa mère. C'est elle qui m'avait trompé. Je lui ai dit que je n'avais jamais volé d'argent. Et le fait qu'elle ait pu penser que j'étais capable de faire l'une de ces choses montrait qu'elle devait grandir et voir qui lui racontait toutes ces absurdités. Puis j'ai adouci mon ton, lui disant d'aimer Tyler de tout son cœur et de penser à moi en bien quand les choses se seraient tassées. Enfin, je lui ai demandé de s'assurer que David ne la conduirait pas à l'hôtel à ma place puisqu'il m'avait trahi. Mes larmes maculaient le papier alors que je mettais la lettre dans l'enveloppe. À Jessica, j'ai d'abord écrit des excuses. Je lui ai dit qu'elle n'était aucunement responsable de la situation.
Ensuite, j'ai exposé quelques points que je pensais savoir sur la façon dont David nous avait trahis tous les deux et que c'était lui qui, selon moi, était maintenant impliqué avec ma femme. J'ai expliqué que j'étais désolé si je l'avais mise mal à l'aise avec des regards inappropriés. Je ne voulais exprimer qu'une reconnaissance respectueuse de travailler avec une femme aussi professionnelle, mais j'avais le plus grand respect pour elle et m'excusais si mon comportement avait entamé cela. J'ai conclu en disant que je sentais que je n'avais aucune issue et j'ai demandé si elle pourrait un jour me pardonner quand sa colère se serait dissipée. Je scellai chaque lettre dans une enveloppe, en y inscrivant leur nom. Puis je pris la bouteille de whisky et la bouteille de somnifère et j'entrai dans la chambre en soupirant. Je plaçai chaque lettre sur la table de chevet et joignis un post-it aux lettres demandant au détective d'examiner les finances de David s'il voulait connaître la vérité. À la fin, j'ai écrit que la prochaine fois, ils devraient faire leur travail correctement et ne pas pousser un homme innocent à faire ce que j'étais sur le point de faire. Je me dirigeai vers la salle de bain et pris une longue douche chaude. Je bus quelques gorgées de whisky supplémentaires puis avalai tous les somnifères avec un autre verre de whisky. Je me séchai, me regardant dans le miroir et me demandant pourquoi je faisais ça. Je n'avais jamais été comme ça, mais je sentais que j'avais trouvé une issue à ce désordre. Si ce monde n'avait plus besoin de moi, je m'en retirerais. Je pris mon rasoir. C'était un rasoir droit car je préférais un rasage de près. Je pris une autre grande gorgée de whisky et jetai le reste de la bouteille sur le lit avec la bouteille de pilule vide. Quand j'entrai dans la chambre, je ne sais pas pourquoi, mais je m'habillai, pantalon, chaussures décontractées et chemise, puis je m'effondrai sur le sol devant la salle de bain. Le whisky et les pilules commençaient à faire effet. Je tournai le rasoir dans ma main et regardai le tranchant. La lame étincela tandis que je contemplais ce que j'étais sur le point de faire. Je savais que ça ferait mal, mais je savais aussi que ça aiderait. Personne d'autre ne voulait me tolérer. Il ne voulait pas me voir. Il ne voulait pas entendre parler de moi. Alors, je m'assurerai qu'il n'aurait plus jamais affaire à moi. On m'a dit plus tard que le détective Ryan O'Connor m'avait sauvé la vie. C'était lui qui était chargé de surveiller ma maison ce soir-là depuis une voiture banalisée garée de l'autre côté de la rue. Lorsque Madame Patterson, une de nos voisines et probablement l'une des rares personnes qui ignorait ce qui se passait, est venue s'enquérir de nous parce qu'il y avait eu beaucoup d'agitation cette semaine-là, le détective O'Connor la rejoignit à ma porte d'entrée. Lorsque tous deux n'ont reçu aucune réponse à leur coup, le détective a trouvé la porte déverrouillée. Il traversa la maison jusqu'à ce qu'il me trouve sur le sol de la chambre. Quelques instants plus tard, une ambulance fut appelée et la maison devint une scène de crime. Rétrospectivement, ce fut le premier répit que j'ai eu de toute la semaine. J'étais à peine vivant quand on m'a porté dehors. Heureusement, j'ai été incapable de supprimer mon réflexe nauséeux quand j'ai perdu connaissance. J'ai donc été trouvé dans une mare de vomi, d'alcool et de sang. Une enquête fut menée sous la direction du détective O'Connor. Ils recueillirent la bouteille de whisky, la bouteille de pilule, les lettres, et en fouillant la maison, ils trouvèrent 3 caméras cachées enregistrant sur un disque dur dissimulé dans l'armoire à linge. Les caméras avaient été installées plusieurs mois plus tôt par Sarah pour recueillir des preuves pour le divorce, mais elles avaient par inadvertance capturé des preuves de sa propre tromperie. Je n'en savais rien. Je restai inconscient pendant 3 jours. Quand je me suis réveillé, j'ai été surpris de me trouver en vie. « Où suis-je » ai-je demandé à l'infirmière d'une voix rauque. « Vous êtes à l'hôpital presbytérien » dit-elle doucement, puis elle porta son doigt à ses lèvres. « Chut » dit-elle doucement. « Votre ami est là toute la nuit et vient de s'endormir. »« Ami » J'ai levé un sourcil faiblement. « Je n'ai pas d'amis. Ils m'ont tous abandonné. »« Eh bien, celle-ci non » dit-elle, tournant ma tête pour que je puisse voir une Jessica très échevelée dormant maladroitement dans un de ces grands fauteuils d'hôpital. « Jessica » dis-je doucement, soulagé de la voir. En entendant son nom, elle se réveilla de son sommeil. Dès qu'elle remarqua que j'avais ouvert les yeux, elle fut à mes côtés, ses mains se glissant dans les miennes. « Mike, qu'est-ce qui t'a pris » dit-elle fermement. Mais sa main tenait la mienne très doucement et des larmes menaçaient de déborder de ses yeux. Ses yeux injectés de sang suggéraient qu'elle avait beaucoup pleuré ces derniers temps. Je me détournai d'elle. Je pensais que ce serait mieux. La honte m'envahissait par vagues. Elle s'exclama. « Tu penses que mettre fin à tes jours était le seul moyen de résoudre ça, Michael ? Je te connais depuis plus de 10 ans. Je ne t'ai jamais connu à abandonner si facilement. »« À quoi pensais-tu » répéta-t-elle sa question. Pendant plusieurs minutes, nous ne dîmes rien, à l'exception du bourdonnement des machines,
tandis qu'elle attendait ma réponse. Jess, je suis tellement désolé. Tout le monde, je veux dire tout le monde. Quand Sarah, puis toi, puis Emma, je n'en pouvais plus. Je n'ai jamais rien fait de tout ça. Personne n'a même posé la question. Je me suis senti acculé. Ma femme m'a dit de mourir. Ma fille m'a dit que j'étais mort pour elle. Mon ami m'a trahi. Et je t'ai blessé et déçu. Je ne pensais pas clairement. Je me suis enivré, dans un moment de faiblesse, j'ai fait ce qui me semblait logique à ce moment-là. Je ne devrais pas être ici, dis-je tristement. Elle hocha la tête, puis s'assit prudemment au bord du lit. Je suis désolé aussi, Mike, dit-elle doucement, ses propres larmes menaçant de monter. J'étais en colère et bouleversé. Je ne me suis pas arrêté un instant pour penser que tu pouvais être innocent. J'avais tort. C'est bon, Jess. Elle me serra contre elle. Non, ce n'est pas bon, Mike. Le fait que tu sois ici et le fait que tu aies senti que j'étais l'une des personnes qui t'ont poussé à ça. Je ne sais pas si je peux me pardonner. Cette fois, elle commença à pleurer. C'est bon, Jess. C'est bon. Je fermai les yeux d'épuisement. Pendant les quelques minutes qui suivirent, nous ne dîmes rien, mais Jessica ne lâcha pas ma main. Finalement, nous fûmes interrompus par le médecin. Il sourit, examinant mon dossier médical alors que j'ouvrais les yeux. Eh bien, monsieur Harrison. C'est bon de vous voir éveillé. Comment vous sentez-vous? J'ai haussé les épaules. Vivant. Je ne m'y attendais pas, il a froncé les sourcils. Jessica aussi. Eh bien, voyons si nous pouvons vous garder ainsi, dit-il, minimisant la portée de mon commentaire. Pendant les quelques minutes qui suivirent, il m'examina. Jessica recula et observa tandis qu'il vérifiait mes poignets et les points de suture. Jessica halta quand elle vit les plaies. Il vérifia ensuite ma tension artérielle et ajusta le goutte à mon bras. Nous vous donnons principalement du sérum physiologique, expliqua le médecin. Quand vous êtes arrivé, vous avez eu besoin de 2 transfusions sanguines car vous avez perdu une quantité importante de sang. Le sérum aidera votre corps à produire le sang dont il a besoin et vous maintiendra également hydraté. Vous devrez manger léger pendant quelques jours. Nous avons dû vous faire un lavage d'estomac à votre arrivée pour nous assurer qu'il n'y avait plus de pilules dans votre système. Ce n'est pas une expérience agréable, donc vous ressentirez probablement des nausées, mais vous irez bien. Et enfin, il y a un détective qui voulait vous rencontrer à votre réveil. Il est venu plusieurs fois. Mademoiselle Carter lui a parlé. Il termina en faisant un signe de tête vers Jessica. Je baissai le regard vers le lit tandis qu'il terminait et répétait ses instructions de rester allongé et de ne pas bouger. Il réappliqua les bandages à mes poignets, nous laissant Jessica et moi seuls. Je ne pouvais pas la regarder. Alors, je suppose que tu es là à cause de ma lettre, ai-je demandé. Elle secoua la tête. Je n'ai pas encore vu la lettre, cependant. Le détective O'Connor m'en a parlé. Mon amie de la faculté de droit, Victoria, m'a appelé. Elle a entendu parler de ce qui s'était passé par ses contacts et m'a dit que tu étais ici. Jessica dit doucement que je ne pouvais toujours pas la regarder, ne ressentant que de la honte. Jessica frissonna mais continua. Je ne me sentais plus bien, Mike. J'étais encore en colère après mon départ. Mais je soupçonnais que tu n'avais rien à voir avec la fraude. J'ai été ton assistante pendant des années. Si quelqu'un savait que tu étais capable de voler de l'argent, ce serait moi. Mais j'aurais dû m'arrêter un instant. Peu importe à quel point j'étais en colère, si je l'avais fait, j'aurais réalisé que tu avais été piégé. Quand Victoria m'a appelé et a dit, elle m'a dit que tu étais là. Je savais juste que tu n'avais pas fait ces choses horribles. Je suis tellement désolé, Mike. Tellement, profondément désolé. Jessica sanglotait, sa tête tombant sur ma poitrine. Je pouvais sentir ses larmes tremper ma blouse d'hôpital. Je l'entendais murmurer qu'elle était désolée, qu'elle avait failli perdre son meilleur ami. Après quelques minutes, elle se leva et s'essuya doucement le visage. Quand elle essaya de retirer sa main de l'ami. NNE pour s'essuyer les yeux, je la retins et ne la lâchai pas. Puis elle prit un autre mouchoir de sa main libre et essuya doucement les larmes de mes yeux, et nous nous sourîmes faiblement. Jessica prit une profonde inspiration. Quand j'y ai repensé, je n'arrivais pas à comprendre comment tu avais pu faire quelque chose comme ça. Tu as toujours aimé ton travail. Mais quand David m'a montré les documents signés,
j'étais tellement en colère contre toi. Elle me sentit me crisper au nom de David et essaya de détourner le regard. C'était lui, n'est-ce pas? David t'a piégé, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai. Je crois que oui. Je ne peux pas le prouver, mais tout concorde. Le fait qu'il ne nous ait pas parlé des dépassements de coûts, le fait qu'il ait produit des documents signés que je n'avais jamais vus, tout correspond. Je pense aussi que c'est lui qui a une liaison avec Sarah. Je fis une pause, les yeux fermés. La main de Jessica était toujours dans la mienne. Je suis désolé aussi, Jess. Je n'aurais jamais pensé que David ou Sarah pourraient me faire du mal en t'impliquant, mais il n'y a rien que je puisse faire. Toutes les preuves sont contre moi. Je ne peux pas prouver mon innocence. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Je me tue et rien ne fut dit pendant un moment jusqu'à ce qu'une nouvelle voix inconnue entre dans la conversation. Eh bien, je sais que vous ne pouvez pas le prouver. Ils ont fait un assez bon travail pour vous piéger, falsifier votre signature et vous faire passer pour un cerveau criminel, mais les criminels qui s'en tirent avec des centaines de milliers de dollars n'agissent pas comme vous. L'homme qui entra dans la pièce était grand et très en forme. Il avait l'air d'avoir joué au football et se tenait avec une assurance que je pensais avoir eue autrefois. Monsieur Harrison, je suis le détective Ryan O'Connor. C'est moi, avec votre voisine, Madame Patterson, qui vous avons trouvé. Heureux de vous voir vous sentir mieux. J'ai haussé les épaules. Je suis désolé, détective, mais je suis sûr que vous pourrez m'arrêter dans quelques jours quand je serai libéré, répondis-je amèrement, et je sentis Jessica serrer ma main plus fort. À ce propos, dit le détective O'Connor. Jessica et moi le regardâmes. Il leva la main et la passa dans ses cheveux. J'ai été affecté à votre dossier. Je suis en train d'enquêter et certaines choses ne concordent pas. Seriez-vous prêt à être interrogé à nouveau? Je pense que oui. Après tout, je n'ai plus rien à perdre, n'est-ce pas? Répondis-je au détective. Et pour lui trouver un avocat? Demanda Jessica soudainement. Ne devrait-il pas avoir un avocat? Le détective soupira. Oui, il pourrait avoir un avocat. Nous n'avons rien à dire tant qu'il n'y en a pas un de présent. Mais oui, il a probablement besoin d'un avocat. Jessica acquiesça. Elle se tourna vers moi. Mike, je m'en occupe. Elle partit, lâchant ma main pour la deuxième fois seulement depuis que je m'étais réveillé. Tandis qu'elle quittait la pièce, composant un numéro de téléphone, le détective et moi la regardâmes partir. C'était toujours une femme incroyablement séduisante et nous l'avons tous les deux remarqué. Elle tient à vous, dit le détective O'Connor. Je ris. Elle travaille pour moi depuis 10 ans. Nous avons tous les deux eu une semaine assez difficile, alors elle est protectrice en ce moment. Je pense que c'est plus que ça. Officieusement, j'ai lu vos lettres et je lui ai parlé. Elle serait prête à s'en prendre à votre femme si jamais elle se retrouvait dans la même pièce, dit-il, jetant un coup d'œil à l'embrasure de la porte. Elle tient beaucoup à vous, monsieur Harrison. Et en ce moment, je pense que vous auriez bien besoin de quelques personnes de votre côté. Je ne pense pas que vous devriez me dire ça, détective. Après tout, c'est vous qui enquêtez sur moi, dis-je, lui lançant un regard interrogateur. Il sourit. C'est vrai, monsieur Harrison, mais je pense qu'il y a plus dans votre affaire que ce que ces deux détectives pensaient. De plus, j'ai entendu vos commentaires en venant ici. Vous croyez bien que vous êtes innocent, n'est-ce pas? À part le fait que je me suis saoulé et que je me suis fait ça, je levai les mains, montrant les bandages à mes poignets. Bien sûr que je suis innocent. Je ne volerai jamais d'argent à une entreprise pour laquelle j'aimais tant travailler. Bien, dit-il tandis que Jessica revenait dans la pièce. Victoria Williams représentera Mike, dit-elle d'un ton neutre. Le détective O'Connor sourit et tendit une carte de visite à Jessica. Je connais mademoiselle Williams. C'est une bonne avocate. Elle s'occupera de vous, monsieur Harrison. Il regarda Jessica. Demandez à Victoria de me contacter dès qu'elle et monsieur Harrison auront parlé. Le plus tôt sera le mieux. Nous trois avons parlé quelques minutes de plus avant qu'Hélène parte. C'était inhabituel, commentai-je quand il fut parti. Oui, d'habitude, la police n'a pas à être aussi amicale ou à être de votre côté, acquiesça Jessica. Nous restâmes assis quelques minutes gênantes de plus et j'abordai un nouveau sujet. Qui s'occupe de Lily pendant que tu es ici? Elle est chez ma mère en ce moment. Jessica fouilla dans son sac à main et en sortit un dessin. Lily a dessiné ça pour toi.
Elle sourit, me le tendant. C'était un morceau de papier plié avec un dessin au crayon montrant un hôpital et une ambulance. À l'intérieur se trouvait un dessin de moi au lit avec les mots « Guéris vite » écrits d'une écriture d'enfant de 11 ans. J'ai dû essuyer quelques larmes. « Merci » dis-je doucement. « As-tu des nouvelles d'Emma » demandai-je. Jessica secoua la tête. « Non, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. J'ai laissé des messages, mais rien, dit-elle tristement. Nous avons parlé doucement pendant environ 45 minutes avant que Victoria n'arrive. Après les présentations, Jessica s'excusa et me laissa avec Victoria. Victoria était une belle femme aux cheveux châtain clairs. Elle avait un air de compétence qui me mit immédiatement à l'aise. « Jessica m'a parlé de vous au fil des ans » dit Victoria pendant notre conversation. « Elle pense beaucoup de bien de vous, tout comme le détective O'Connor avait fait des commentaires similaires. » Je me sentais mal à l'aise. « Elle a été une excellente assistante » répondis-je. Victoria sourit d'un air entendu. « Je pense que c'est plus qu'un respect professionnel, Mike. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. » Elle devint sérieuse. J'ai obtenu les informations initiales et j'ai parlé au détective O'Connor en chemin curieusement, il est de votre côté. J'ai aussi quelques théories sur ce qui se passe. Alors, maintenant que nous avons parlé, laissez-moi faire. Votre seul crime est d'avoir aimé et fait confiance à quelqu'un à qui vous n'auriez probablement pas dû. Victoria me lança un regard compatissant tandis qu'elle examinait mes bandages. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. D'après ce que je sais de cette dernière semaine, Jessica est plus contrariée par la façon dont elle vous a traité que par la perte de son emploi. Elle tient énormément à vous. J'ai commencé à poser une question, mais elle leva la main. Ne vous inquiétez pas, Mike. Je vous représenterai tous les deux auprès de votre ancien employeur pour licenciement abusif. Si je m'avère avoir raison, beaucoup de dominos tomberont très rapidement. Mais en ce qui vous concerne pour l'instant, en plus de votre convalescence, j'ai besoin des papiers de divorce déposés par votre future ex-femme. Puisque je représente vos intérêts, que voulez-vous? Mon visage s'assombrit. Je veux le maximum, dis-je très doucement. Victoria ne manqua pas la colère dans mon ton. Sarah et David vous ont abandonné à votre sort et sont très probablement partis avec une grande partie de l'argent du cabinet en vous piégeant. Vous me donnez tous les droits de poursuivre toutes les voies légales disponibles. Elle sourit d'un air sombre. Je m'assurerai qu'ils subissent toutes les conséquences de leurs actes. J'aimais ma nouvelle avocate. Victoria passa un peu plus de temps avec moi, posant d'autres questions sur ce qui avait mené à ma tentative d'automutilation, comme elle l'appelait. Puis elle me dit au revoir, me faisant savoir qu'elle me contacterait dans quelques jours pour un interrogatoire officiel de la police une fois que je serais libéré. Les jours suivants passèrent lentement. Après cette semaine intense, je restais simplement allongé dans un lit d'hôpital, des médecins et des infirmières me surveillant toutes les quelques heures. Je n'avais pas de téléphone portable. Il était toujours à la maison, donc je ne pouvais appeler personne, et je ne pensais pas non plus que qui que ce soit voudrait me parler. Mais quand Jessica vint le lendemain, elle m'apporta un vieux livre de poche, Hyperion de Dan Simmons. Je ris quand elle me le tendit. C'était un livre que j'avais lu il y a des années et que j'avais apprécié. Quand Jessica me le tendit, je me demandais à quoi elle pensait alors qu'elle s'asseyait sur la chaise à côté de mon lit et sortait son exemplaire d'Orgueil et Préjugés. « Homme stupide, je suis là pour m'occuper de toi », répondit-elle, secouant la tête, mais souriant. Nous avons bavardé et parlé de notre journée. Avec l'approbation du médecin, à l'heure du déjeuner, elle alla me chercher un sandwich au roast-beef et des frites, et un wrap au poulet pour elle. Malgré la douleur lancinante à mes poignets, je commençais à me sentir moi-même à nouveau. Jessica n'était pas là le matin, mais elle arriva en milieu d'après-midi, juste au moment où les médecins retirèrent la perfusion de mon bras et m'informèrent que je serais renvoyé le lendemain matin si mes analyses de sang étaient bonnes. Je regardais Jessica. Je ne sais pas où aller. Je n'ai ni télé. Phone ni portefeuille pour prendre une chambre d'hôtel. Je sais que je ne peux pas rentrer chez moi. Jessica sourit. En parlant de la maison, Victoria a obtenu une ordonnance du tribunal pour accéder à certaines de vos affaires personnelles. J'ai réussi à récupérer votre téléphone, votre portefeuille, quelques vêtements de rechange, votre ordinateur portable, votre iPad et vos affaires de rasage. Jess, dis-je, stupéfait qu'elle ait fait ça pour moi. Merci. Maintenant, je peux au moins essayer de trouver un hôtel. Je la regardais, ma seule amie au monde.
Qu'est-ce qui ne va pas, demandai-je, remarquant son expression inquiète. Elle hésita. Tu avais raison à propos de David et Sarah. Elle fit une nouvelle pause. Quand Victoria, l'agent et moi sommes venus chercher tes affaires, ils étaient tous les deux là. On dirait qu'ils vivent ensemble et qu'ils n'attendaient pas d'invités. Je suis désolé, Mike, dit-elle doucement. Je soupirai. C'est bon, Jess. Enfin, non, ce n'est pas bon, mais merci d'être honnête. Que s'est-il passé quand ils vous ont vu? Elle sourit d'un air sombre. D'abord, ils ont commencé à crier, me disant de partir jusqu'à ce que l'agent leur dise de reculer ou qu'ils seraient arrêtés pour violation d'une ordonnance du tribunal. Ensuite, l'agent m'a laissé entrer dans ta chambre pour prendre tes affaires. Jessica fit une pause. Mike, la tâche, dit-elle, pointant du doigt l'endroit où mon sang serait très probablement encore sur le tapis. Elle prit une profonde inspiration. Elle est toujours là. Si je n'avais pas été là avec toi depuis que tu as été amené, j'aurais paniqué. Ne refais jamais rien de tel. Je levai les mains. Je promets, répondis-je. Le lendemain, fraîchement lavé et rasé à l'hôpital, Jessica me retrouva au moment où je sortais, et nous marchâmes ensemble dehors. Elle prit ma main et me conduisit à sa voiture. Nous roulâmes quelques minutes jusqu'à un complexe de condominium dans le quartier de Highlands Ranch. Jess, qu'est-ce qu'on fait ici? Je peux rester chez toi, dis-je, réalisant où nous allions. Bien sûr que tu peux, idiot. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour un hôtel. Tu peux rester dans la chambre d'amis pendant quelques jours. D'ailleurs, Victoria nous rejoint cet après-midi. Elle a des nouvelles sur tout ce qui concerne ton affaire, donc je ne pense pas que tu veuilles manquer ça. Jessica me sourit. Au fil des ans, j'étais allé plusieurs fois chez Jessica. C'était une modeste maison à 2 étages avec 3 chambres, 2 salles de bain, une petite cuisine et un salon confortable. Comme seules Jessica et Lily y vivaient, avec des visites occasionnelles de sa mère, elle s'y adaptait parfaitement. Ayant travaillé si longtemps avec Jessica, je savais qu'il ne lui restait qu'un petit prêt hypothécaire sur la maison. Malgré son apparence, Jessica n'était pas une fêtarde, et je savais qu'elle était dévouée à Lily. C'est là que la plupart de son argent allait. Nous avons apporté ma valise dans sa maison. Puis elle me montra elle. La chambre d'amis, la salle de bain et tout le reste, jusqu'à l'arrivée de Victoria. Victoria est arrivée environ 1 heure plus tard. Elle est entrée, s'est assise et a sorti quelques dossiers de son sac avec une expression professionnelle. Vous, Michael Harrison, êtes un homme très chanceux, a-t-elle dit si sérieusement que j'ai dégluti difficilement. Votre femme et votre meilleur ami ont failli vous arnaquer et partir avec tout. Maintenant, je dois vous annoncer que vos comptes bancaires ont été gelés. Cela inclut vos comptes d'épargne et le compte où l'argent manquant a été versé. Ce compte a été ouvert en votre nom frauduleusement. Jessica et moi nous sommes regardés. Victoria a poursuivi, apparemment, ces derniers mois, votre soi-disant ami David a appris à imiter votre signature. Il y a quelques mois, lui et votre femme sont allés dans une banque locale et ont ouvert un compte en votre nom. J'ai pu obtenir des images de vidéosurveillance qui prouvent que c'était eux. J'ai également déposé des requêtes pour suspendre leur passeport et entamer des poursuites contre eux pour fraude et préjudice moral. Ils sont dans de beaux draps. Mon avocate a informé Jessica et moi avec un sourire. J'ai également lancé des procédures légales avec votre ancien employeur concernant le licenciement abusif de vous deux, et je pense que tout sera résolu d'ici la fin de la semaine. J'ai parlé au détective O'Connor, nous irons donc lui donner une interview formelle demain matin. Elle m'a regardé. Ce sera une routine. Suivez simplement mes instructions et tout ira bien. Je m'attends à ce que votre femme et votre ami soient arrêtés très bientôt. Au cours de l'heure suivante, nous avons tous les 3 discuté des détails et signé un certain nombre de documents. Victoria était confiante que toutes les accusations contre moi seraient abandonnées le lendemain. Quand elle est paix. Artie, j'ai passé quelques minutes à déballer mes vêtements dans ma chambre et à organiser mes affaires de toilette dans la salle de bain. Jessica et moi avons passé l'après-midi à discuter de ce que nous pensions qu'il allait se passer. Quand Jessica est partie chercher Lily à l'école, j'ai allumé mon téléphone pour la première fois depuis des jours. J'ai été accueilli par des appels manqués et des messages textes, principalement de Sarah me disant à quel point j'étais pathétique et que je devais juste signer les papiers du divorce avant de finir en prison. Ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'au cours des 2 derniers jours, j'avais également reçu plusieurs appels manqués de mon ancien lieu de travail me demandant de rappeler dès que possible.
Mais à ma grande déception, il n'y avait rien d'Emma. Quand Jessica et Lily sont rentrées à la maison, j'ai oublié mes soucis alors que la fillette de 11 ans voulait me raconter sa journée à l'école, ce qu'elles avaient fait, avec quels amis elle avait joué, comment elle leur avait dit que j'étais à l'hôpital et que je resterais avec elle jusqu'à ce que j'aille mieux. Elle était pleine d'énergie, et je devais admettre que j'ai apprécié. Pendant que Jessica préparait le dîner, je me suis assis avec Lily et l'ai aidée avec ses devoirs, puis j'ai lu avec elle pour qu'elle pratique ses compétences en lecture. C'était une excellente lectrice et j'ai aimé lire avec elle. Lily était une version miniature de Jessica. Je savais qu'elle briserait des cœurs en grandissant. Elle était si vive et innocente. J'espérais qu'elle garderait cela le plus longtemps possible. Nous avons dîné, puis nous nous sommes tous les trois assis pour regarder la télévision avant de nous coucher. Lily a aimé me montrer les derniers épisodes d'une émission pour enfants appelée Bluey. En tant qu'adulte, je l'ai trouvée drôle, et elle aussi. Lily m'a demandé de la border et m'a fait un câlin qui m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Elle a dit qu'elle était si heureuse que je me sente mieux. Quand elle m'a laissé partir, j'ai dû essuyer mes yeux pendant que Jessica prenait le relais pour dire bonne nuit à Lily aussi. Même si cela faisait une éternité que je n'avais pas ressenti un amour aussi inconditionnel. Le fait que ma fille m'ait abandonné faisait toujours mal. L'inquiétude innocente de Lily pour mes sentiments a été un soulagement au milieu de la perte de lien avec Emma. Ensuite, Jessica et moi nous sommes de nouveau assis sur le canapé et avons souvent parlé. Elle a tenu ma main, et quand nous sommes tous les deux devenus émus, elle m'a serré fort dans ses bras, me disant que tout allait bien se passer. Le lendemain, nous avons eu notre entretien. Le détective O'Connor et Victoria ont tous deux confirmé qu'immédiatement après, toutes les accusations contre moi avaient été abandonnées. Ce soir-là, les informations ont diffusé un reportage sur Sarah et David, contre qui des mandats d'arrêt avaient été émis pour plusieurs accusations, dont la fraude et le vol d'identité. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas pu être retrouvés. Plus tard ce soir-là, Emma a essayé de m'appeler pour la première fois, mais j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Je n'étais pas prêt à lui parler. Le lendemain a été doux amer. Emma m'a appelé plusieurs fois et m'a même envoyé plusieurs messages me demandant de la rappeler, mais je ne voulais pas encore lui parler. Cela me dérangeait qu'il m'ait fallu traverser l'enfer pour qu'elle commence à se soucier de moi. J'étais furieux qu'elle m'ait mis de côté sans réfléchir et qu'elle ait ensuite ignoré les appels de Jessica quand j'étais à l'hôpital. Maintenant qu'il semblait que sa mère et David étaient en faute, ma fille pouvait faire face à certaines conséquences de ses actes. Cette nuit-là, cependant, alors que nous dormions tous, j'ai fait un cauchemar. J'étais à la maison, après m'être blessé, quand Sarah et David sont entrés et ont commencé à faire la fête sur le lit. Puis Jessica, Emma et Tyler se sont tenus dans l'embrasure de la porte et se sont moqués de moi pendant que j'étais allongé là, mourant, incapable de faire quoi que ce soit. Je me suis réveillé en sueur et en criant. Avant que je ne réalise ce qui se passait, Jessica était déjà à côté de moi, les yeux écarquillés et inquiète. Même Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai sangloté. Je suis désolé. Tellement désolé. Je n'y arrive pas, j'ai finalement commencé à me calmer et elles sont toutes les deux montées sur le lit avec moi. Jessica m'a serré dans ses bras et est restée d'un côté pendant que Lily se blottissait de l'autre. Tout va bien, oncle Mike, a dit Lily. Tu as fait un mauvais rêve. Ça arrive parfois. Maman et moi allons rester avec toi. Dors. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'y suis pas parvenu. Au bout d'un moment, j'ai senti Lily s'endormir, sa petite main posée sur mon ventre, mais je hais. Hanté Jessica me regardait. Ça va, Mike, a-t-elle demandé avec une véritable inquiétude dans la voix, tout en continuant à me tenir de manière protectrice. J'ai réfléchi un instant. Non, je suis désolé, Jess, mais je ne pense pas que ça aille. C'était un rêve à propos de cette nuit où je n'ai pas pu le dire. Je pense que Jessica a compris ce que j'allais dire car elle s'est penchée et m'a embrassé la joue, puis s'est blottie dans mon cou. Que allons-nous faire, Mike, a-t-elle pleuré doucement. Ce n'est pas juste. Tu ne mérites pas ça, a-t-elle dit. La douleur et la colère pour moi étaient évidentes dans sa voix. Ça va aller, lui ai-je dit, en la serrant dans mes bras et en la tirant contre moi, essayant de ne pas réveiller Lily, qui ronflait doucement contre mon côté. On va s'en sortir. Tout ira bien. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de m'être retrouvé, si cela a un sens. La douleur et l'inquiétude de Jessica m'ont ramené à qui j'étais vraiment. Pour la première fois depuis cette nuit terrible,
j'ai tenu Jessica et Lily jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'un nouveau jour commence. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner, après quoi Jessica a emmené Lily à l'école. J'ai profité de ce temps pour commencer à chercher un thérapeute. J'avais besoin d'aide. Au moment où Jessica est revenue, j'avais déjà passé plusieurs appels téléphoniques et pris des rendez-vous. Jessica m'a fait le plus grand sourire et s'est ensuite assise à côté de moi sur le canapé. « Mike, on peut parler de quelque chose ?» a-t-elle dit, m'invitant à m'asseoir. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête, pensant savoir de quoi elle voulait discuter. « Ça va, Jess ?» ai-je dit. Je me rends compte que la nuit dernière a été effrayante avec Lily ici. Ce n'est pas bon si je me réveille en hurlant. Je vais trouver un autre endroit où loger. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a rapidement posé ses mains sur les miennes et une expression de panique a traversé son visage. « Non, Mike, ce n'est pas de ça que je voulais parler, » a-t-elle dit, puis elle a pris une grande inspiration. En fait, c'est tout le contraire. J'ai regardé Jessica. L'expression de son visage était belle, mais troublée. « Mike, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut juste que je le fasse, » a-t-elle dit, puis elle a marqué une pause. « Je suis amoureuse de toi, Mike. » Quel choc de recevoir une information inattendue. « Excusez-moi, ai-je dit comme un idiot confus. J'ai dit, je suis amoureuse de toi et je le suis depuis longtemps, a-t-elle répété plus doucement cette fois, rougissant légèrement. Je me suis adossé à ma chaise, et elle m'a regardé nerveusement, cherchant ma réaction sur mon visage. Je suis désolé, Mike, mais je ne peux plus me retenir, a dit Jessica alors que je considérais ses paroles. Quand j'ai appris que tu étais à l'hôpital, je suis devenue folle. Je ne pouvais pas arriver assez vite. Je me suis senti si coupable de t'avoir crié dessus et de t'avoir blâmé. Je m'étais dit que je ne dirais rien de ce que je ressentais vraiment. Mais tu as failli mourir. Ta femme et ton meilleur ami t'ont trahi. Et quand tu as été libéré, tu es venu ici avec moi et Lily. Je pensais que tu le découvrirais tôt ou tard. Mais Jess, pourquoi me dis-tu ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça, ai-je demandé. Elle a ri doucement, mais on pouvait entendre la tristesse dans son rire. Toi, homme stupide. Ça s'est passé la nuit dernière. Tu souffrais et ça m'a brisé le cœur de te voir comme ça. Mais j'étais là pour toi et tu t'es endormi dans mes bras. J'aimerais penser que j'ai pu alléger ton fardeau. Je souffrais pour toi, mais je ne peux plus le garder pour moi, Mike. Les yeux de Jessica se sont rapidement posés sur les miens. Quant à savoir pourquoi, ça a toujours été toi. N'as-tu jamais remarqué que je ne sortais avec personne, a-t-elle dit, penchant la tête sur le côté. Oui, ai-je répondu, inclinant légèrement la tête en guise de question. Mais j'ai toujours supposé que c'était à cause de Lily. C'est en partie vrai, a dit Jessica avec hésitation. Mais Mike, c'est juste que je n'ai jamais pu trouver quelqu'un qui puisse se comparer à toi. J'ai incliné la tête de l'autre côté, interrogateur. Jessica a souri. Écoute, a-t-elle dit, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec toi, tu ne m'as jamais traité différemment des autres. Tu as pris le temps de tout expliquer. Tu étais gentil avec tout le monde, aidant les gens à apprendre de leurs erreurs. Chaque fois que tu rencontrais Lily, tu étais amical et tu la faisais se sentir spéciale, l'aidant avec ses devoirs ou lisant avec elle. Elle n'a jamais rencontré son père, mais elle te voit comme une figure paternelle. Regarde la façon dont elle s'est blottie contre toi la nuit dernière parce qu'elle savait que tu souffrais. Mais Jess, ai-je commencé. Elle a levé la main, m'interrompant. Quand tout s'est effondré elle. La semaine dernière, tu as essayé de gérer ça tout seul. Tu n'as pas crié ni hurlé. Tu ne m'as pas traité cruellement quand j'ai fait une crise ou quand je t'ai giflé. Jessica a rougi. Tu es un homme incroyable, Michael Harrison. Je t'aime pour ça et pour tant d'autres raisons. Et si Sarah est assez stupide pour te jeter, je serai ravi de te recueillir. Dans un mois, tu ne te souviendras même plus du nom de cette femme. Elle s'est approchée et m'a embrassé doucement. C'était comme si le temps s'était arrêté. Vas-tu me laisser t'aimer, Mike? Vas-tu faire de moi ta femme? A demandé Jessica. Je venais de me faire proposer une relation par l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Si j'étais honnête avec moi-même, j'admettrais que j'avais pensé à elle de manière romantique par le passé, mais les choses allaient vite. Je savais que plus rien n'arriverait entre Sarah et moi, et le fait que Jessica soit tombée amoureuse de moi était significatif car cela me donnait le sentiment de ne pas être un tel échec.
Mais je craignais que ce ne soit aussi une relation de rebond. Je pense que Jessica a compris mon tumulte intérieur, mais n'a rien dit. Elle s'est levée, a pris ma main et m'a conduit vers sa chambre. Nous avons passé l'après-midi ensemble et ensuite nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Dans mon sommeil, j'ai fait un rêve similaire au précédent. Tandis que Sarah et David étaient dans le lit, je commençais à paniquer à nouveau. Soudain, Jessica entra dans la pièce, me prit les mains et soigna les blessures, puis m'éloigna de cette scène d'angoisse et de chagrin. Nous nous réveillâmes au son du réveil. Je transpirais mais ne criais pas. Pendant que nous nous habillions, je lui racontai mon rêve. Une expression préoccupée apparut sur le visage de Jessica, et elle resta près de moi quand elle alla chercher Lily à l'école. Quelques semaines de plus passèrent. David et Sarah furent tous deux arrêtés et placés en détention. Ils avaient appris que la police voulait les interroger après que les charges retenues contre moi eurent été abandonnées. Pris de panique, ils avaient conduit de Denver vers le Mexique et furent appréhendés par les autorités fédérales alors qu'ils tentaient de traverser la frontière à El Paso. Il fallut 2 mois avant que les autorités du Colorado ne les ramènent à Denver. Mais pendant ce temps, je dois dire que ma relation avec Jessica s'est énormément développée. Après ce premier après-midi, j'ai emménagé dans sa chambre, qui est devenue notre chambre, et j'avais l'impression d'avoir à nouveau 20 ans. Je pense qu'il est évident que j'étais tombé amoureux de cette femme. Tandis que les autorités ramenaient David et Sarah à Denver, je constatais que Jessica avait raison. J'avais du mal à me souvenir clairement de Sarah et je ne voulais pas garder ses souvenirs vivants. 1 mois après le retour de cet horrible couple à Denver, Jessica, Victoria et moi nous sommes retrouvés au tribunal pour témoigner contre Sarah et David. David ne m'a jamais regardé directement, même lorsque j'étais à la barre des témoins. Il fut finalement condamné à 22 ans, son rôle de cerveau et son absence totale de remords pendant le procès lui ayant valu la peine la plus longue. Sarah, en revanche, n'a pas cessé de me regarder pendant tout le procès. Il s'avéra que David était bien le cerveau derrière toute cette affaire. C'est lui qui avait séduit Sarah et orchestré la fraude. Cependant, lorsque les preuves des caméras cachées révélèrent l'étendue de la participation de Sarah et son traitement cruel à mon égard dans mes derniers jours, elle fut condamnée à 20 ans. Elle fut reconnue complice de la fraude. Mais lorsque des accusations d'abus émotionnels furent portées contre elle pour ses actions envers moi, elle reçut une peine supplémentaire. Le juge nota que si David avait orchestré les crimes financiers, la cruauté psychologique délibérée de Sarah avait failli entraîner ma mort. Immédiatement après le verdict, le juge nous accorda le divorce. Lorsque les papiers du divorce furent remis à Sarah, Victoria souligna que nous partagerions nos économies à parts égales. Victoria déclara également que j'étais disposé à vendre la maison et à partager immédiatement le produit de la vente car je n'avais aucune intention de rester dans une maison où de si horribles choses s'étaient produites. Enfin, Victoria représenta également à la cour que j'étais disposé à établir un compte fiduciaire géré pour la part des biens de Sarah, sous la surveillance du tribunal, jusqu'à ce qu'elle ait purgé sa peine. Il fallut à Victoria un effort considérable pour me convaincre d'accepter cela. Cependant, cela montra à la cour que j'étais disposé à être raisonnable et empêcha en grande partie l'avocat de Sarah de se battre sur des questions mineures, comme ils le font souvent dans les divorces. Le tribunal ordonna à David et Sarah de commencer immédiatement à purger leur peine. Dans les PL. Édouarie finale après le jugement, l'avocat de Sarah demanda qu'en guise de bonne volonté, je passe 1 heure avec elle avant qu'elle ne soit emmenée en prison. Après quelques instants d'hésitation, sentant les yeux de toute la cour sur moi, j'acceptai. Sarah était encore dans ses vêtements de cour lorsqu'elle fut introduite dans la salle de conférence juste après la fin de la séance. La pièce était raisonnablement bien meublée, bien que la table soit boulonnée et les chaises enchaînées pour qu'elle ne puisse pas être lancée. Lorsque Sarah s'assit, elle avait l'air vaincue et brisée, comme moi pendant sa trahison. Ses épaules s'affaissèrent lorsqu'elle s'assit. Contrairement à la salle d'audience, elle ne croisa pas mon regard. Son escorte pénitentiaire nous dit qu'elle serait juste devant la porte. Il suffirait de frapper quand nous aurions terminé. Il n'y avait pas de précipitation. Pendant quelques minutes, nous restâmes silencieux. C'était la première fois que nous étions seuls depuis que Sarah m'avait dit d'aller mourir, ce que j'avais failli faire. « Je suis désolé, Mike, dit-elle doucement, en regardant ses mains. J'étais un peu surpris qu'elle parle la première et que ses premiers mots soient des excuses. Ses derniers mots avaient été clairement l'inverse. « Es-tu Sarah » demandai-je, laissant une pointe d'amertume transparaître dans mon ton. Elle leva les yeux vers moi, qui contenaient des larmes mais ne coulaient pas. « Oui, Mike. Je suis désolé.
Je voulais répondre et rejeter ses excuses, mais elle leva la main. J'attendis et je me tus. S'il te plaît, Mike, laisse-moi m'exprimer et ensuite tu pourras me dire ce que tu en penses, dit Sarah tristement. Je me suis adossé à ma chaise et lui ai fait signe de la main de continuer. Merci, dit-elle, me regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'elle était dans la pièce. Crois-le ou non, Mike, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pendant tant d'années, je t'ai aimé et je t'aime toujours malgré avoir fait des choses si horribles. Mais le pire, c'est que je savais à quel point tu m'aimais. Tu étais le mari parfait. Mais un jour, je me suis réveillé avec un sentiment, je ne sais pas, de vide. Elle détourna son regard de moi, le ramenant à ses mains, puis continua. Tu sais, probablement quelques semaines après avoir ressenti cela pour la première fois, les choses ont commencé à devenir incontrôlables. J'ai commencé à être en colère contre toi parce que tu m'aimais toujours même si je ne ressentais plus la même chose. David travaillait avec toi sur ce projet quand il a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle commença à se tordre les mains. Il a fallu un autre mois avant que l'affaire ne commence. David était persévérant. Il savait sur quelle corde sensible jouer. Je t'aimais toujours, mais il savait comment jouer sur mes insécurités et me manipuler. Après cela, il a utilisé ma culpabilité pour mettre son plan à exécution. Tu vois, je ne pense pas que tu l'aies jamais su, mais David a toujours été jaloux de tes capacités de leadership. Il a toujours eu l'impression de jouer les seconds rôles par rapport à toi et ça le dérangeait. Il a eu l'idée de faire en sorte qu'un client paie de l'argent pour un travail qui n'a jamais été fait et de faire en sorte que tu aies l'air de l'avoir volé à l'entreprise. À ma honte, nous avons tous les deux conspiré contre toi. Nous avons tout mis en œuvre, ouvert un compte bancaire à ton nom et procédé étape par étape pour te détruire. Nous savions tous les deux que tu étais aimé et que l'on te faisait confiance sans hésitation. Et quand la poussière est retombée, David avait décidé qu'avec toi en prison, son argent, nos économies et l'argent que nous avions volé, nous pourrions nous installer dans un autre pays. Si jamais il découvrait, nous serions hors de portée, expliqua Sarah, secouant la tête, déconcertée par ses propres mots. Pendant ce temps, dis-je, essayant de cacher la colère dans ma voix. Aucun de vous ne se souciait que vous m'ayez systématiquement détruit dans le processus. Elle hocha la tête tristement. Oui, je ne voulais pas au début, mais David était implacable. Il m'a brisé petit à petit jusqu'à ce que je sois prête. Même si j'hésitais, pour que le plan réussisse, tu devais être si brisé que tu ne remettrais rien en question. Vous avez presque réussi, dis-je, l'interrompant. Sans le détective O'Connor et Jessica, vous vous en seriez bien tirés. Nous restâmes silencieux un moment. Puis Sarah demanda doucement, puis-je les voir ? Je compris ce qu'elle voulait dire et posai lentement mes mains sur la table, paume vers le haut. Sarah haleta, et ses larmes coulèrent tandis qu'elle regardait mes cicatrices. Elle commença à tendre la main vers elle, puis retira ses mains. Extérieurement, je restais impassible. Intérieurement, cependant, je luttais avec une gamme d'émotions allant de la rage à la honte, qui se précipitait rapidement dans mon esprit. Ce qui me contrariait quelque peu, c'était qu'il y avait encore un brin d'amour pour elle-même après tout ce que cette femme m'avait fait subir, mais je détestais l'admettre. Apparemment, je n'étais pas capable de cacher mes émotions car Sarah me regarda intensément. Je suis désolé, Mike. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai honte de t'avoir poussé à essayer de te détruire. Elle fit une pause. Je vais purger 20 ans sans appel. Je le mérite après ce que je t'ai fait. J'acquiesçai, heureux qu'elle purge sa peine sans discussion. Elle leva les yeux vers moi à nouveau. Mike, dit-elle, puis elle fit une pause. Juste pour que tu saches, tu n'as jamais été un mauvais amant. Tu étais merveilleux. Comparé à David, il se croyait génial, mais il était presque inutile. Tout se résumait à l'ego avec lui, et il n'a jamais pris le temps de me faire plaisir comme toi. Je n'ai aucune excuse pour ce que je t'ai fait ce dernier matin. J'ai eu tort. Nous restâmes silencieux une minute. Alors, toi et Jessica, demanda-t-elle. Oui, dis-je un peu hésitant. Elle sourit faiblement. Bien. Elle est amoureuse de toi depuis des années. Tu sais, c'est ce que j'ai découvert récemment, répondis-je. Je fus surpris par la passion et la douleur dans sa voix lorsqu'elle dit ce qui suit. Puisse-t-elle t'aimer, Mike? Puisse-t-elle guérir la douleur que je t'ai causée? De grosses larmes roulèrent de ses yeux, mais elle continua de me regarder.
Je sais que je n'ai aucun droit de te donner des conseils, mais cette femme t'aime. Et contrairement à moi, elle ne te trahirait jamais. Elle te veut depuis des années et n'a jamais tenté de te séduire alors que j'ai échoué à ma première occasion. Elle est tout ce que je ne suis pas, dit tristement mon ex-femme. Sarah, J'étais un peu incertain de ce que je devais dire. Ne t'inquiète pas, me dit-elle, essuyant ses larmes avec sa manche. Ça ira. J'ai accepté tes conditions. J'ai été surprise que tu sois si généreux et que tu aies accepté l'arrangement fiduciaire pour mes biens pendant que je suis en prison. Tu es un homme meilleur que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je soupirai. Sarah, je t'ai aimé autrefois plus que tu ne l'as jamais su, je crois. Si tu m'avais parlé de tes sentiments, peut-être aurions-nous pu éviter tout cela. Mais je fais de mon mieux pour passer outre tout ce que tu m'as fait. Juste pour que tu saches, je ressens encore beaucoup de colère en ce moment. Je veux te crier dessus. Je veux. Eh bien, disons simplement que je suis en colère, mais je ne peux pas, Sarah. C'est moi qui ai décidé de me faire du mal, et c'est moi qui dois vivre avec ça. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Mike, dit Sarah alors que nous nous regardions à nouveau. Je suis désolé de t'avoir poussé à ça. Tu méritais mieux de ma part et je partage autant de culpabilité que toi pour t'avoir poussé à ce point si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. J'aurai toujours honte. J'ai vu la lettre que tu as écrite et tu avais raison. Je devrais vivre avec ce que j'ai fait. Mais je remercie Dieu que tu sois en vie. Je serrai les dents pendant 1 minute. Les sentiments qui me traversaient l'esprit étaient encore forts. Comment Sarah pouvait-elle dire ces choses maintenant? Comment pouvait-elle essayer d'enlever la colère et la douleur auxquelles je m'accrochais? Ce n'était pas juste. Alors, j'ai changé de sujet. J'ai proposé l'arrangement fiduciaire par respect pour nos années passées ensemble. Tu auras assez pour recommencer quand tu sortiras si tu veux, dis-je, essayant de cacher mes émotions et échouant toujours. Sarah remarqua ma tentative de cacher mes sentiments, mais accepta de changer de sujet. Je serai probablement au début de la soixantaine quand je sortirai. J'espère que ce sera suffisant pour prendre ma retraite. 60 ans, ce n'est pas si vieux. Prends soin de toi et tu iras bien jusqu'à 80 ans, dis-je. Nous avons parlé quelques minutes de la manière dont le fonds serait géré sous la supervision du tribunal. Cela nous détendit un peu tous les deux, mais je sentais qu'elle voulait aborder un autre sujet. As-tu parlé à Emma, demanda-t-elle, hésitant légèrement. Je secouai la tête. Emma m'a pratiquement dit que j'étais mort à ses yeux et a accepté les mensonges que toi et ton amant lui aviez racontés comme la vérité. C'est cette conversation qui m'a brisé. Je regardai Sarah et elle grimaça de la douleur et de la tristesse dans mes yeux. Sarah, elle ne m'a jamais demandé si j'étais innocent. Ne m'a jamais accordé le bénéfice du doute. Elle m'a simplement jeté sans un mot de plus. C'est après cet appel téléphonique que je me suis arrêté et levé, me détournant soudainement pour que Sarah ne voie pas mes larmes. Pendant que je pleurais, si j'avais tourné la tête, j'aurais vu Sarah sangloter aussi. Elle savait ce que je n'arrivais pas à finir de dire. Tournant le dos à Sarah, j'ai continué. Quand j'étais à l'hôpital, Jessica a essayé de la contacter, mais rien. Puis, comme Sarah l'avait fait, j'ai essuyé mon visage avec ma manche et je me suis retourné, me rasseyant tandis que Sarah tentait d'essuyer les larmes de son visage. Je suis désolé, Mike, dit Sarah. David et moi avons orchestré une grande partie de cela. À ma honte éternelle, nous avons planifié qu'Emma se retourne contre toi. J'ai hoché la tête. Sarah vit le flash de colère dans mes yeux, admit ses actions et baissa honteusement la tête. J'étais sur le point de la réprimander pour avoir ruiné ma relation avec ma fille, mais elle savait déjà qu'elle l'avait fait. Sarah venait de l'admettre ouvertement. Si ça peut te faire te sentir mieux, dit Sarah avec tristesse, Emma m'a aussi rayé de sa vie. Je ne lui ai plus parlé depuis. Enfin, depuis que tout a éclaté. Je sais que je le méritais et bien plus encore. Mike, dit Sarah soudainement, et la tristesse dans sa voix avait disparu, remplacée par quelque chose de plus urgent. Notre fille a besoin de toi. Elle a peur et est en colère contre tout le monde en ce moment. Elle et Tyler se disputent pour tout, et tu sais que ce n'est pas leur genre, dit Sarah plus calmement. Je suis inquiète pour elle. C'est ma faute, mais je ne peux rien arranger. Je sais qu'elle se sent coupable de la façon dont elle t'a traité, mais le fait que tu ne lui parles pas après tout cela empire les choses. Sarah hésita un instant. Mike,
je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Sarah marqua une pause et me regarda à nouveau tandis qu'elle continuait de se tordre les mains, mais pourrais-tu trouver la force de pardonner à Emma? Notre fille a besoin d'au moins un parent. Je réalise maintenant que même si je n'avais pas été enfermé, la culpabilité de ce que je t'ai fait, ainsi que le fait d'avoir monté Emma contre toi, m'aurait détruite au cours des prochaines années et elle aurait fini par me haïr de toute façon. Sarah fit une pause. C'est mieux ainsi. C'est mieux que tu sois le seul qui lui reste. Si tu étais mort, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. S'il te plaît, Mike, pour le bien de notre fille, prends soin d'Emma. Mon ex-femme me supplia. Sarah. J'ai pris une inspiration et je me suis demandé quoi dire. Ce que tu demandes est difficile. Tu m'as fait beaucoup de mal. Mais tu étais ma femme, pas de ma famille par le sang. Quand Emma m'a dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, que j'étais mort pour elle. Le lendemain du jour où tu m'as dit d'aller mourir, ça m'a fait plus mal que ce que tu m'as fait. Je veux renouer avec elle. Mais la douleur, Sarah, la douleur de ce que ma famille a fait, de ce que notre fille a fait, je ne sais pas comment m'en remettre. Sarah hocha la tête. Je comprends, dit-elle tristement, sachant que j'essayais, mais que j'avais encore beaucoup à surmonter. Elle comprenait la douleur du rejet. Elle la vivait elle-même en ce moment. J'ai soupiré en regardant mon ex-femme. Écoute, Sarah, quoi qu'il en soit, je vais essayer de ne pas te haïr. Je suis suivi par un professionnel, mais même avec cela, il faut presque tout ce que j'ai en moi pour ne pas te crier dessus et te maudire. Et concernant Emma, je ne promets rien, mais j'envisagerai de lui parler bientôt. Elle avait l'air abattue. Sarah semblait avoir vieilli de plusieurs années pendant cette conversation. Il n'y avait plus rien à dire. Elle se leva. Mike, je sais que cela n'a aucune valeur pour toi en ce moment, mais je vais le répéter. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je n'ai pas d'excuses, et je sais que je ne pourrai jamais réparer ça. Je ferai ma peine, et même si je ne l'obtiendrai peut-être jamais, j'espérerai qu'un jour tu pourras me pardonner. Sarah marqua une pause, puis leva les yeux vers moi. Les rides et les marques d'inquiétude étaient clairement visibles sur son visage. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. J'ai peut-être perdu de vue cela pendant un certain temps, mais c'est toujours le cas. Nous sommes restés là, mal à l'aise. Des larmes coulaient à nouveau des yeux de Sarah alors qu'elle marchait vers la porte et frappa. Son escorte pénitentiaire l'ouvrit. Sarah s'arrêta et me regarda de nouveau. Aime Jessica, Mike. Donne-lui l'amour que j'ai si follement gaspillé. Vis une belle vie et garde la tête haute. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment. N'oublie jamais qu'il y a toujours quelqu'un qui se soucie de toi, qui t'aidera à te relever, même dans les moments les plus difficiles. J'ai perdu de vue cela, mais je suis fier de toi, Mike. Tu redeviens toi-même. Au revoir, mon bel homme. Je ne t'oublierai jamais, dit Sarah en sortant de la pièce. J'ai réfléchi à cette conversation. Il n'y avait pas eu de cri. Sarah avait assumé ses responsabilités et accepté sa peine de prison. En quittant la pièce, une ligne de paix. Une gouttelette était visible sur le carrelage là où Sarah avait marché. Je me suis retourné, pleurant un instant ce qui avait été, puis je me suis tourné et suis parti dans l'autre direction. On m'a conduit hors de la zone sécurisée vers la zone publique et mon humeur s'est immédiatement améliorée quand j'ai vu Jessica debout là, à m'attendre. Même pour une occasion aussi sérieuse, elle était magnifique. Tout s'est bien passé, demanda-t-elle. Oui, j'ai répondu. C'était surprenant. Je m'attendais à un tas d'excuses et d'accusations, mais elle a assumé ses responsabilités et a montré un remords sincère. Qu'en penses-tu, demanda Jessica. J'ai réfléchi un instant, continuant de serrer Jessica contre moi. Pour être honnête, j'ai encore beaucoup de colère envers David et envers elle. Mais contrairement à David, je ressens aussi de la pitié pour elle. Elle sait qu'elle a tout gâché dans sa vie, et maintenant elle en paie le prix. Apparemment, Emma a aussi rayé Sarah de sa vie à cause de ce qu'elle a fait. Jessica hocha la tête. Un instant, elle hésita. À ce propos, elle me regarda. Tyler et Emma sont là. Pendant que tu étais avec Sarah, Tyler est venu me voir et m'a dit qu'il serait au café en face pour les prochaines heures si tu voulais parler. Il sait à quel point tu es bouleversé. Apparemment, ils se sont beaucoup disputés à propos de la façon dont Emma t'a traité, mais elle est désespérée de te voir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Jessica.
Tu penses que je devrais lui parler, n'est-ce pas, demandai-je. Jessica hocha la tête. Oui, mon amour. Tu as une douleur dans l'âme que je ne peux pas enlever. Seule Emma le peut. Mais si ça aide, j'irai avec toi. Je serai à tes côtés aussi longtemps que tu auras besoin de moi, elle me sourit. Et si tu as besoin que je te protège, je serai toujours prête à me battre pour toi. Je t'aime, Mike, dit-elle comme si elle prenait le monde entier sur ses épaules pour moi. Je me suis penché et l'ai embrassée. Je t'aime aussi, Jessica. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était ma première déclaration d'amour publique pour elle. Plusieurs personnes nous regardèrent, des avocats, des juges et d'autres visiteurs du palais de justice passèrent devant nous, mais à cet instant, je m'en fichais. Jessica était la seule personne que je pouvais voir. Alors allons-y, dis-je, et nous traversâmes la rue main dans la main. En entrant dans le café, Jessica et moi avons immédiatement remarqué ma fille et son fiancé. Alors que nous approchions de leur table, Emma était tiraillée entre l'envie de s'enfuir ou de se jeter dans mes bras pour un câlin. J'ai ouvert mes bras et elle a choisi la deuxième option. Emma s'accrocha à moi et quelques instants plus tard, j'ai senti ma chemise devenir humide alors qu'elle pleurait. Je suis désolé, papa. Elle répéta cela encore et encore pendant plusieurs minutes. J'ai regardé Jessica, qui souriait, et Tyler, qui ne savait pas où regarder. Finalement, après quelques minutes, je l'ai repoussé doucement et nous nous sommes assis à table. Nous avons chacun commandé des boissons et quelque chose de léger à manger, et j'ai décidé d'entamer la conversation. Je viens de parler à ta mère, ai-je dit doucement. Emma hocha la tête. J'ai entendu, papa, je suis désolé. Je suis juste, j'ai levé la main. Maintenant, c'était mon tour. Je sais, Emma. Tu es désolé. Ta mère a beaucoup expliqué. Mais tu dois savoir que tes mots m'ont fait plus mal que n'importe quoi d'autre. À ce moment-là, je me sentais sans issue. L'une des rares personnes qui, selon moi, se souciait de moi, quelles que soient les circonstances, m'avait abandonné sans hésiter. Ce qui m'a fait le plus mal, cependant, c'est que tu n'as même pas demandé si j'étais innocent. Emma rougit profondément. L'embarras était clairement visible sur son visage. Papa, commença-t-elle puis redressa ses épaules. Non, je dois le dire. Elle le dit plus à elle-même qu'à quiconque. J'ai remarqué que Tyler ne disait rien, se contentant de lui serrer la main en signe d'encouragement. Papa, je suis désolé. J'aurais dû te laisser le temps de répondre. J'aurais dû te laisser tout expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas rejeter la faute de mes actions sur David ou maman, mais ils m'ont dit à quel point tu avais tout gâché, que tu étais sur le point d'aller en prison, que tu avais une liaison. Elle jeta un coup d'œil à Jessica. Maman et David n'arrêtaient pas de me dire quel imposteur tu étais. Ils étaient convaincants au moment où tu as appelé. J'étais tellement bouleversé que j'ai dit beaucoup de choses que je regrette maintenant. Tyler hocha la tête. Je suppose que c'était une grande partie de nos disputes, dit-il. Papa, quand Jessica a laissé des messages disant que tu étais à l'hôpital, j'ai pensé que c'était une ruse. Après tout, maman et David m'avaient convaincu que toi et Jessica travaillent. Y es ensemble. Emma regarda Jessica, puis moi. Ils ont dit que tu voulais juste attirer l'attention puisque Jessica faisait partie de ton stratagème, mais c'est vrai, papa. Tu essayais de... Elle ne put finir la phrase. Aucun de nous ne le put. J'ai hoché la tête, j'ai dégluti et j'ai levé mon poignet pour lui montrer mes cicatrices. Je suis désolé, Emma. Oui, j'étais à un point très bas et je ne voyais pas d'issue. Au pire moment possible, je me suis saoulé et j'ai fait quelque chose que je regrette. J'ai parlé lentement. C'était encore difficile pour moi d'en parler, mais je savais que je devais montrer à ma fille ce à quoi ces mots avaient contribué. Après ma confession, Emma pleura à nouveau, sanglotant dans ses mains. Jessica se serra contre moi tandis que nos émotions, les siennes et les miennes, menaçaient de nous submerger. Pendant quelques instants, personne ne dit rien. Tyler nous regarda. Je ne veux pas minimiser la gravité de la situation, mais j'aimerais aider Emma à se calmer. Tyler nous regarda et sourit. Puis-je supposer que quelque chose de bon est sorti de tout cela? Dit-il, en nous désignant Jessica et moi. Emma leva les yeux et après un instant, ses yeux s'écarquillèrent. Papa, toi et Jessica? Demanda-t-elle. Oui. J'ai hoché la tête puis j'ai senti que je devais expliquer.
Mais ce n'était pas une liaison comme ta mère te l'a dit. Je n'ai jamais trompé ta mère. C'est elle qui m'a trompé. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, Jessica a refusé de me quitter. Tu ne le sais pas, mais Jessica a aussi cru pendant un certain temps ce que David et ta mère disaient. Nous nous sommes réconciliés et j'ai découvert à quel point cette femme m'aimait. Jessica rougit, mais enroula ses bras autour de ma taille et se pencha pour m'embrasser sur la joue. Tyler sourit, et Emma nous regarda les yeux écarquillés, puis sembla retrouver sa voix. Merci, dit-elle en se tournant vers Jessica. Merci d'avoir pris soin de mon père et d'avoir été là pour lui quand je l'ai si mal laissé tomber. Jessica rit et cela a contribué à détendre un peu la situation tendue. Puis, pendant les quelques heures suivantes, nous avons parlé. Parfois, nous avons discuté de notre épreuve sous des perspectives individuelles, parfois sous une perspective de groupe. À un moment donné, j'ai même demandé à Emma d'échanger sa place avec Jessica pour que ma fille puisse me faire un câlin. J'aimerais pouvoir dire que cette rencontre a guéri toutes les blessures entre nous, mais il a fallu plusieurs mois avant que nous nous sentions suffisamment à l'aise pour nous parler sans avoir l'impression de marcher sur des œufs. Emma et moi y avons travaillé, cependant, reconstruisant progressivement notre relation père-fille. Emma a même fait quelques séances de thérapie avec moi. Mon thérapeute nous a aidés à aborder certains problèmes de confiance que nous n'avions jamais pu résoudre complètement après notre première rencontre au café. L'une des séances difficiles fut quand j'ai demandé à Emma de ne pas rayer complètement sa mère de sa vie. Certes, Sarah était manipulatrice et avait fait des choses terribles, mais elle payait le prix et restait sa mère. Elle a accepté de lui rendre visite à condition que je l'accompagne la première fois. Ce fut une rencontre difficile. Nous n'avons pas beaucoup parlé, car il y avait beaucoup de rancœur entre nous trois, mais Emma a fait un effort. La semaine suivante, Sarah m'a écrit une lettre me remerciant d'avoir convaincu Emma de lui donner une chance. 6 mois plus tard, une fois que les choses se furent calmées, j'ai demandé Jessica en mariage. J'ai fait ma demande lors d'un dîner de famille. Lily et Emma ont toutes deux dit que c'était grand temps. Tyler m'a serré la main et m'a dit de prendre soin d'elle. Point. J'ai ri et il a souri, répétant la même phrase que je lui avais dite à propos d'Emma. Peu après, Emma et Tyler se sont mariés avec ma bénédiction. Jessica a rendu visite à Sarah en prison et lui a demandé si elle lui permettrait de prendre la place de la mère de la mariée. Sarah a apparemment pleuré, mais elle a accepté. Lily a été merveilleuse en tant que petite fille d'honneur et a appelé Emma sa deuxième fille à partir de ce moment-là. Je n'étais plus l'oncle Mike pour elle, mais papa. Après m'être réconcilié avec Emma, je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel et l'ai remise au bras d'un mari très fier. Alors que nous dansions la danse père-fille, je l'ai senti se presser contre moi et j'ai murmuré une prière de remerciement. Ce soir-là, j'ai senti les derniers vestiges de mon ressentiment envers Emma disparaître. Plus tard, Emma a même envoyé une série de photos et une lettre remerciant Sarah d'avoir permis à Jessica de la remplacer. Je crois savoir que Sarah les garde sur le mur de sa cellule. Tandis que la poussière retombait sur l'affaire pénale avec David et Sarah, Victoria a négocié un important règlement pour Jessica et moi concernant notre ancien ample. Oui. Pendant un certain temps, Robert a refusé de bouger, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal. Mais une semaine avant la date de notre audience, il a fait une offre que Victoria a rejetée. Elle était trop basse et insultante. Puis, 2 jours avant le procès, il a fait une autre offre que Victoria a également rejetée. Mais cela a permis à Jessica d'obtenir un règlement substantiel à 6 chiffres et moi de recevoir une belle somme à 7 chiffres. Pour une société d'ingénierie valant plusieurs millions de dollars, notre compensation était importante, mais Robert était plus préoccupé par la publicité négative qu'un procès entraînerait. Le scandale avait déjà commencé à affecter les affaires de Robert. Plusieurs clients avaient exprimé des inquiétudes concernant les contrôles internes et la supervision de la gestion de l'entreprise. Moins d'1 an après notre règlement, Robert a choisi de prendre sa retraite anticipée et a vendu l'entreprise pour considérablement moins que sa valorisation précédente. La nouvelle direction a dû reconstruire la confiance avec les clients et le personnel. Avec l'argent du règlement, Jessica et moi avons créé notre propre société de conseil en ingénierie. Nous fournissions des services administratifs et d'ingénierie. En 6 mois, nous avions déjà 5 personnes travaillant pour nous, voyageant à travers le Colorado et aidant à de grands projets d'ingénierie. Étonnamment, l'un de nos premiers clients fut James Morrison de Morrison Tech. Il nous a invités, Jessica et moi, à dîner et s'est excusé quand tout a été révélé. Il a réalisé que nous avions été piégés et a admis que le projet avait failli échouer sans mes compétences en ingénierie. Après cela, chaque année,
Jessica et moi recevions des invitations à tous les événements importants de Morrison Tech, que nous travaillions ou non sur leur projet. James était un homme bon qui s'était retrouvé dans une mauvaise situation et voulait faire amende honorable. Nous avons également vendu la plus petite maison de Jessica et avons acheté une maison beaucoup plus grande dans les contreforts avec une vue imprenable sur les montagnes rocheuses. C'était une vieille maison de 5 chambres et 3 salles de bain, et nous avons passé plus de 2 ans à la restaurer. Ce fut une période amusante. Nous ne prenions des pauses que pour les vacances en famille, un mariage et la naissance du premier enfant d'Emma et Tyler. La vie s'est améliorée. J'avais encore de mauvais rêves de temps en temps, mais Jessica était mon ancre et était là pour moi chaque fois que j'avais besoin d'elle. Plus d'une décennie s'était écoulée. Notre fils Nathan avait maintenant 10 ans. Lily était à l'université du Colorado, suivant les traces de Victoria, poursuivant un diplôme en droit. Ainsi, un samedi après-midi de farniente, Emma et Tyler étaient assis avec nous sur la terrasse avant de notre maison, surplombant les montagnes. Nathan jouait aux jeux vidéo avec mon petit-fils de 7 ans, Connor. Et ils essayaient d'ignorer ma petite-fille de 5 ans, Sophie, quand Emma a commencé à parler de sa mère. « Papa, j'ai reçu une lettre de maman cette semaine », a-t-elle dit avec désinvolture mais avec prudence. Sarah n'était pas un sujet tabou dans la maison, mais tout le monde était prudent en la mentionnant. J'avais reçu plusieurs lettres de Sarah au fil des ans et lui avais même rendu visite quelques fois. Je savais qu'elle suivait une thérapie et qu'elle avait une petite communauté en prison. Même si elle avait encore 8 ans à purger de sa peine, elle était respectée comme une prisonnière modèle. Que avait-elle à dire, ai-je demandé. Entre autres choses, elle m'a dit qu'elle avait appris le mois dernier que David avait été libéré. Emma a dit quand les choses se sont calmées, j'ai siroté silencieusement le whisky coca que je buvais. Le mois dernier, ai-je demandé, inquiet. Soudain, j'ai senti la main de Jessica sur la mienne. A-t-elle dit autre chose? A demandé Jessica. Emma a hoché la tête. Oui, elle a dit qu'il était venu la voir. Maman dit qu'il n'avait pas l'air bien. Si la lettre est à croire, la vie de David à l'intérieur n'était pas paisible. J'irai lui rendre visite la semaine prochaine pour savoir ce qui s'est passé. Mais elle a noté que lui parler était déstabilisant. Nous en avons parlé quelques minutes de plus, après quoi je me suis excusé et j'ai appelé Ryan O'Connor. Il était devenu un ami au fil des ans. Ryan était maintenant à la tête de la division des crimes majeurs et avait résolu plusieurs affaires très médiatisées, obtenant une bonne couverture médiatique. « Mike, comment vas-tu, mon ami ? Comment va ta belle femme » dit-il d'un ton amical. Répondant à mon appel, j'ai souri malgré moi. Jessica va très bien. J'ai marqué une pause. Ryan, je viens d'apprendre que David a été libéré. J'ai senti que Ryan avait perdu son ton joyeux. Oui, j'ai eu le rapport hier. J'allais te le faire savoir au bowling mardi, a-t-il dit. Ryan et moi jouis. ONS au bowling le mardi soir dans la même équipe. D'après ce que j'ai lu dans le rapport, il a été autorisé à déménager à Phoenix. Apparemment, il a réussi à trouver un emploi dans une petite entreprise. Lors de son entretien de probation, ils l'ont interrogé sur toi et s'il prévoyait d'avoir un contact avec toi. Il leur a dit que tu pouvais aller en enfer pour avoir ruiné sa vie, mais qu'il savait qu'il devait partir car avec son casier judiciaire, personne ne l'embaucherait ici au Colorado. J'ai soupiré. Le rapport note que la vie à l'intérieur a été difficile pour lui. Il a été impliqué dans plusieurs bagarres, perdant la plupart d'entre elles. Il a finalement travaillé à la bibliothèque de la prison pour rester à l'écart de la plupart des autres prisonniers. D'après ce que ses conseillers ont rapporté, il semble plus brisé que vengeur. Je ne pense pas que tu aies de problème avec lui si c'est ce qui t'inquiète. Merci, Ryan. C'était ma préoccupation. Si j'entends quelque chose de sa part, je te le ferai savoir, ai-je répondu avec un soupir de soulagement. Nous avons parlé de bowling et du prochain barbecue pendant quelques minutes avant que je ne retourne sur la terrasse. Quand je me suis assis, Jessica a levé les yeux vers moi. Ryan, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Il a confirmé que David a été libéré et déménage à Phoenix, mais bien sûr, il me déteste complètement. Je dois dire que le sentiment est mutuel. J'ai dit à ma famille. Le reste de la journée s'est passé tranquillement, mais j'étais avec ma famille et ils se sont assurés que je me sente soutenu. Cette nuit-là, je me suis réveillé couvert de sueur et hurlant de mon premier cauchemar depuis des années. Dedans, David est venu la nuit et nous a tous menacés.
Il a pointé une arme sur nous et a dit qu'il blesserait Jessica, Lily et Nathan si je n'utilisais pas à nouveau le rasoir. J'ai pris le rasoir et j'étais sur le point de faire ce que j'avais fait une fois auparavant quand je me suis réveillé en hurlant. Jessica s'est réveillée instantanément. Je transpirais et je n'arrêtais pas de me frotter les poignets pendant qu'elle essayait de me calmer. Sans que je le demande, Jessica a appelé mon thérapeute, qui a très gracieusement accepté l'appel à 2 heures du matin. J'ai expliqué le rêve pendant que Jessica me tenait serré. Bien que cela ait bouleversé ma femme, le simple fait d'en parler m'a fait du bien. Mon thérapeute a écouté pendant que je racontais le rêve et a noté qu'il avait probablement été déclenché par la nouvelle de la libération de David et l'anxiété que je ressentais à propos de tout ce que j'avais vécu pendant cette période il y a plus de 13 ans. Nous avons convenu de nous revoir et je l'ai remercié d'avoir pris mon appel si tôt le matin. Alors que nous nous calmions, Jessica a vérifié Nathan qui dormait étonnamment toujours. Lily était réveillée, mais après avoir entendu notre conversation téléphonique, elle est retournée se coucher et a demandé à Jessica de me dire qu'elle m'aimait. Je me suis recouché après être allé aux toilettes, et Jessica s'est blottie contre moi. « Penses-tu vraiment qu'il va y avoir un problème avec David ?» a demandé Jessica légèrement inquiète. « Non, je ne crois pas », ai-je répondu. « Je pense qu'il disparaîtra et que nous n'entendrons plus parler de lui. Et même si c'est le cas, tu sais, nous sommes préparés. » J'ai fait allusion à mon équipement de chasse rangé en toute sécurité dans le placard. Jessica a hoché la tête pensivement. « D'accord, je suis désolé, mon amour, que cette nouvelle t'ait bouleversé. Ça va ? Plus ou moins, ai-je répondu. Malheureusement, je pense qu'il y aura toujours une ombre. Je ne pense plus autant à ces jours-là, mais cela fera toujours partie de moi. Mais quand je pense à ces moments-là, je me concentre généralement sur la belle femme qui est venue et m'a sauvé la vie. Jessica a levé la tête et m'a regardé. Je suis sérieux, mon amour, lui ai-je dit. Je me sentais si impuissant à l'époque. Je sentais qu'il n'y avait pas d'autre option que d'en finir. J'aurais pu le refaire si tu n'avais pas été là quand je me suis réveillé. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'ignorer ne servira à rien. Le mieux que je puisse faire est de m'assurer d'avoir les personnes que j'aime autour de moi aussi souvent que possible, me rappelant tout ce pourquoi je dois être reconnaissant et te parler quand j'en ai besoin pour ne pas me retrouver dans la même situation. Jessica a hoché la tête. Je t'aime, Mike, dit-elle. Je t'aime aussi, Jessica, ai-je répondu. Sur ces mots, nous nous sommes endormis. Nous n'avons plus jamais entendu parler de David. L'évaluation de Ryan s'est avérée exacte. David était en effet brisé par son expérience. D'après ce que nous avons appris par les voies officielles, il s'est fait discret à Phoenix, occupant des emplois modestes et restant à l'écart des ennuis. L'homme vengeur qui avait orchestré ma chute semblait avoir été remplacé par quelqu'un qui voulait simplement qu'on le laisse tranquille. Sarah a été libérée après avoir purgé 12 ans de sa peine de 20 ans. Ayant obtenu une libération anticipée pour bonne conduite et l'achèvement de plusieurs programmes de réadaptation, elle a déménagé dans une petite ville du Montana où elle a obtenu un emploi dans une bibliothèque locale. Elle envoyait une carte de Noël chaque année avec une brève note. Toujours signée avec amour et regret. Je n'ai jamais répondu, mais je ne les ai jamais jetés non plus. Emma et Tyler ont eu 3 enfants. Lily est devenue une avocate prospère et a épousé un homme gentil qui me rappelait beaucoup moi-même à son âge. Nathan est devenu ingénieur, suivant les traces de son père, bien qu'il se soit spécialisé dans les systèmes d'énergie renouvelable, une voie que j'étais fier de le voir suivre. Et Jessica est devenue tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin et tout ce que je ne pensais jamais mériter. Elle m'a appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un qui choisit de vous aimer parfaitement, cicatrices comprises. J'ai appris que la guérison ne consiste pas à oublier le passé ou à faire comme s'il n'avait jamais existé. Il s'agit de choisir de construire quelque chose de beau malgré les cicatrices. Entouré de gens qui vous aiment, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous méritez d'être aimé. Merci de votre lecture. À la prochaine fois. Si vous avez apprécié ceci, abonnez-vous à JKTel à Story pour plus d'histoires.